Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur le canal 8, sur la chaîne Les Chaînes Parlementaires. Bonsoir Adeline. Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Oui, on était déjà ensemble la semaine dernière. Il y avait énormément de suspense. Il y en a encore évidemment. Ce soir, on est ensemble jusqu'à 23h30 dans l'attente des derniers résultats, dernières déclarations des élus et des battus de ce second tour des élections municipales. Un premier chiffre, la participation, on l'oublie trop vite, historiquement basse, 57%, et puis beaucoup de résultats, Adeline. Oui, avec la gauche qui conserve donc Paris, Emmanuel Grégoire, largement élu, très loin devant Rachida Dati. Besançon qui bascule à droite après avoir été dirigé par la gauche pendant 73 ans. Limoges, Poitiers, Brest et Clermont-Ferrand passent à droite également. Benoît Payan reste maire de Marseille, Grégory Doucet reste maire de Lyon, Lille et Rennes. Demeurent des villes socialistes, le Parti socialiste qui revendiquait il y a quelques minutes par la voix d'Olivier Faure la victoire à Pau, François Bayrou battu par Jérôme Marbeau. Nîmes devient une ville communiste, Saint-Étienne bascule à gauche, la France insoumise s'empare de Roubaix. Et puis vous l'avez entendu, c'est le premier à avoir pris la parole ce soir, Édouard Philippe, qui reste maire du Havre. À Toulouse, Jean-Luc Moudenc est également réélu. Éric Ciotti, c'était l'une des villes très attendues, devient maire de Nice. Le Rassemblement national échoue à s'emparer de Toulon, mais s'impose dans beaucoup de petites, moyennes villes, Saint-Avold, La Flèche, Montargis, Carcassonne, entre autres. Et à l'instant, on apprend que Thomas Cazenave l'emporterait à Bordeaux d'une courte tête devant Pierre Urmic. On va évidemment en parler dans un instant, analyser et décrypter ces résultats avec vous, Christelle Craplet de l'Institut Ipsos BVA. Merci de poursuivre cette soirée avec nous. Et avec notre partenaire également Saisi École d'ingénieurs, c'est grâce à eux qu'on a tous ces résultats en direct. Anne-Charlène Bézina, bonsoir. Anne-Charlène, bienvenue, bonsoir, constitutionnaliste, éditorialiste pour Public Sénat. Virginie Martin, bonsoir. Heureux de vous accueillir. Politologue, enseignante à la Kedge Business School et fondatrice de Spirales Institut. Et à vos côtés, Jean Garrigue, bonsoir Jean. Bonsoir. Historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Merci d'être avec nous ce soir. Aux côtés de Jonathan Boucher-Peterson. Bonsoir Jonathan, éditorialiste à Public Sénat et à Libération. Et bien sûr, tous les envoyés spéciaux des chaînes parlementaires restent mobilisés jusqu'au bout de la nuit. À Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse, à Toulon ou bien encore à Bordeaux, Thomas. Effectivement. Et Marco Pommier, lui aussi, est mobilisé. C'est lui le résultat pour nous refaire un point complet. On va peut-être reparler de Bordeaux tout de suite. C'était la dernière grande ville dont on attendait les résultats. On vous laisse la main, Marco, pour le point le plus complet possible. Oui, effectivement, on part d'abord à Bordeaux, vous en parliez, où le candidat PS Jérôme Marbeau, à Pau plutôt, où le candidat PS Jérôme Marbeau revendique sa victoire ce soir face au maire sortant François Bayrou. L'ancien Premier ministre Jérôme Marbeau gagnerait avec 400 voix d'avance. À Nantes, la maire socialiste sortante Johanna Rolland, qui avait fait l'alliance avec la France insoumise, l'emporterait avec 53,2% des voix devant le candidat de la droite et du centre donné à 46,8%. À Toulouse maintenant, c'est moins serré que les sondages l'indiquaient. Jean-Luc Moudenc remplirait pour un troisième mandat avec 53,5% des suffrages. Le candidat insoumis François Pigmal, qui avait fait alliance avec les socialistes, est donné perdant à 46,5% selon notre estimation. Et puis à Strasbourg, les résultats sont serrés, mais l'ancienne maire de la ville, la socialiste Catherine Trautmann, serait élue selon nos estimations avec 37,5% des voix devant la maire sortante écologiste Jeanne Barséguian, donnée à 31,7%. Juste derrière, vous le voyez, Jean-Philippe Vetter, le candidat LR à 30,8%. Et vous le disiez à l'instant, à Bordeaux, Thomas Cazenave, le candidat du Bloc central, serait élu face au maire sortant écologiste Pierre Urmic. Beaucoup, Marco, évidemment. On fera appel à vous très régulièrement pendant cette soirée pour nous redonner ces résultats qui s'affinent minute par minute. Je commence avec vous, Anne-Charlène Bézina. On va faire le tour dans ce sens-là. Tiens, pourquoi pas? On aurait pu démarrer dans l'autre sens. C'est totalement arbitraire. Et on commence avec vous. Bézina, j'ai souvent commencé. Voilà, c'est bien. Ça va. Bon, pour une première leçon générale, évidemment, c'est toujours compliqué, mais il y a quand même des grandes tendances à retenir d'une soirée comme celle-là.
Oui, moi, il me semble qu'en réalité, on confirme un petit peu ce que les élections en France nous enseignent très souvent. C'est-à-dire qu'on a un premier tour rempli d'innovation où on se dit finalement le choix des Français bascule et le deuxième tour est plutôt un tour de confirmation, voire même de normalisation. Et au fond, même dans les logiques d'appareil, on voit bien qu'il y a de la reconduction qui est présente. C'est un peu typique d'un scrutin local, même s'il ne faudra pas oublier, à mon avis, l'idée que la vague du premier tour se retrouvera dans les conseils municipaux. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas analyser ça comme un scrutin d'un seul homme. Il y aura des dynamiques, notamment en faveur, il me semble, du RN dans pas mal de petites villes et dans les conseils municipaux. Donc, une normalisation progressive de ce scrutin avec quand même des recompositions qui ont permis de voir une polarisation très forte, notamment en faveur du RN, peut-être un peu moins en faveur de LFI en réalité. Virginie Martin, alors que l'on apprend à l'instant qu'Emmanuel Grégoire est en train de se rendre à l'hôtel de ville à Vélib. Voilà, sachez-le, évidemment. Les premiers messages sont toujours très importants quand on est élu. Le vélo, le Vélib. Virginie Martin, est-ce que vous faites la même lecture qu'Anne-Charlène Bézina ce soir? On a eu l'impression, en entendant les premières prises de parole, comme la semaine dernière, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné. Oui, tout le monde a gagné, mais en fait, non. C'est ça le problème. Déjà, la participation n'a pas gagné, et ça, c'est quand même un problème, parce qu'on a vu une participation relativement faible, en tout cas, sur ce deuxième tour, alors que les enjeux étaient très importants. Or, il n'y a pas eu véritablement, à part ici ou là, sur quelques exceptions, de sursaut de participation. Donc, quand même, la démocratie ne va pas très bien après ces élections municipales. Premier point. Je trouve que les droites de gouvernement, les gauches de gouvernement résistent plutôt très bien. Évidemment, la gauche dans les très grandes métropoles et les droites, la droite ou les centres, finalement, résistent bien. Et puis, ils prennent surtout, finalement, des victoires face au PS quand il est allié à LFI la plupart du temps. Évidemment, c'est la droite qui gagne. Donc là, il y a vraiment peut-être une leçon à tirer. Et puis, on voit aussi, et c'est un peu corollaire, que les radicalités, qu'elles soient du côté de la gauche ou de la droite, d'LFI ou du RN, on voit finalement qu'elles sont confortables dans leur bastion, très confortables. C'est Roubaix, c'est Saint-Denis pour LFI. Et que le RN, même s'il a un historique plus large que le LFI, bien sûr, eh bien, est très fort là où il est fort. Il nationalise très légèrement, mais pas tant que ça, finalement. Et évidemment, avec des candidatures comme Édouard Philippe, on va déjà à la présidentielle. Oui, c'était justement la question que j'allais vous poser, Jean Garry. C'est dans l'enchaînement des prises de parole, il y a eu finalement déjà quelques candidats déclarés à la présidentielle ou putatifs qui ont marqué le terrain. C'est vraiment à peine, on était quelques minutes après les premiers résultats. Oui, ce sont des enseignements majeurs parce que par rapport à l'illusion d'optique du premier tour, qui nous montrait une polarisation extrême et une poussée qui est véritable du Rassemblement national et de la France insoumise, qu'on ne peut nier. On oubliait un tout petit peu ce qui s'était passé, savoir par exemple que les LR et les divers droites avaient plus de 50% des villes de plus de 9 000 habitants. 56% disait Bruno. Voilà. Et on oubliait aussi ce qui s'est passé aujourd'hui. Et le fait que vous ayez eu la première réaction au premier tour, qui était celle de Jordan Bardella, qui se présentait comme le chef des droites, l'union des droites vers la présidentielle, et qu'aujourd'hui, ça soit au contraire Édouard Philippe, élu maire du Havre, qui avait fait de son élection à la mairie du Havre la condition de son accession à la candidature, je précise. Il est déjà candidat et il n'est certainement pas encore élu. Mais c'est extrêmement révélateur de ce qui s'est passé en fait dans ce deuxième tour. Moi, j'observe qu'il y a surtout une résistance précisément des vieux partis, des partis traditionnels, et notamment de la droite modérée. C'est assez frappant quand même de voir que dans l'axe du Massif central, vous avez des villes qui ont basculé, comme Clermont-Ferrand, qui ont basculé dans l'escarcelle des Républicains. Clermont-Ferrand qui était à gauche depuis 80 ans. Depuis 80 ans. Ce sont des enseignements, évidemment, qui vont être très éclairants pour la future campagne présidentielle. Et là aussi, ce n'est pas un hasard. Si Bruno Retailleau, qu'on n'avait pas beaucoup entendu après le premier tour, là, cette fois, a pris la parole quelque temps après Édouard Philippe. Alors on suit, on devrait avoir une prise de parole du nouveau maire de Paris, même s'il va falloir attendre le premier conseil de Paris pour qu'il soit officiellement maire, mais Emmanuel Grégoire devrait prendre la parole depuis le parvis de l'hôtel de ville. Évidemment, on vous fera vivre ça en direct. Jonathan Boucher-Petersen, si on regarde du côté gauche de l'échiquier, est-ce qu'il y a un renversement de leçons à tirer par rapport au premier tour? Ou alors, est-ce qu'on est allé un peu vite en besogne dimanche dernier
avec peut-être un effet loupe sur les scores des Insoumis. Non, je pense que ce qu'on disait dimanche dernier était vrai. Et encore une fois, je pense qu'on assiste de toute façon à la transcription dans une élection municipale d'un champ politique morcelé. C'est vrai que c'était plus facile avant. Il y avait 2 blocs. On regardait un tout petit peu comment ça bougeait. Parfois, on se faisait avoir par un effet loupe, comme quand Paris bascule à gauche en 2001, alors que derrière, on a le 21 avril 2002, une gauche qui est en lambeaux lors de la présidentielle. Donc je pense qu'il faut, et on l'a dit beaucoup en amont, il faut évidemment faire très attention dans les réalités locales, la transposition nationale. La transposition nationale, ça se fait par une incarnation, ça se fait par une dynamique, ça se fait par la capacité des leaders à se mettre d'accord sur le même créneau électoral. Donc c'est très compliqué. Je pense que le LFI s'est implanté plus que par le passé. La vraie leçon, je pense quand même, si on dit les 2 extrêmes, moi j'aime pas trop parler comme ça, mais en tout cas les 2 partis qui manquaient d'implantation et qui étaient en conquête, la balle elle est clairement du côté du Rassemblement national ce soir, avec une vague qui est un peu sous-marine, parce qu'on la voit moins, ça manque peut-être de très grands symboles au-delà de Nice, mais dans les villes de 20 000, de 30 000, de 40 000 habitants, la liste elle n'est pas interminable, mais elle est vraiment très impressionnante. Il y aura un groupe RN au Sénat. Il y aura un groupe RN au Sénat. On peut déjà le dire ce soir. Et même dans des villes qu'ils attendaient. Il faut 10 sénateurs, je le rappelle pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, mais il faut 10 sénateurs pour former un groupe. Et il y en a déjà 3. Et il y en a déjà 3. Et dans des villes dans lesquelles ils ont loupé le coche, par exemple Toulon, c'est 47% pour Laure-la-Valette, donc c'est aussi une réalité locale qui est tout sauf négligeable. Juste pour finir par répondre à la question quand même qui était sur la gauche, je pense qu'il faut faire attention quand même, parce que je pense que dans beaucoup d'endroits, la tentation, parce que c'est le débat qui se fait à gauche, c'est le PS plombé par LFI. J'aimerais bien savoir dans quel état D'ailleurs, ils se sont renvoyés la balle de la responsabilité. J'aimerais bien savoir dans quel état seraient les mêmes candidats PS s'ils étaient allés tout seuls et que LFI s'était maintenu. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas tout réécrire. Il y a clairement un sujet Mélenchon à gauche, il va perdurer. Il y a clairement des... En gros, il valait mieux être sortant pour s'allier avec LFI. On le voit avec Nathalie Appéré, Johanna Roland à Nantes. Effectivement, se rallier à LFI, comme ça a été le cas avec Picmal à Toulouse, ça ne fonctionne pas, surtout quand on en appelle à un front antifasciste face à un candidat de droite. C'est ça, parce qu'au début de la soirée, on a entendu Manuel Bompard pour LFI dire qu'il y avait une vague de dégagisme pour la gauche et les Verts et que c'était un formidable désaveu. Dans le même temps, on entendait Pierre Jouvet pour les socialistes qui disait LFI fait perdre. Tous gagnants, qui dit vrai, Christelle Craplet? Moi, j'ai envie de dire, regardons ce que nous disent les sympathisants. Les sympathisants de gauche, globalement, ils approuvaient ces fusions, même s'il y avait des choses très différentes selon qu'on était un sympathisant LFI, où là, en très grande majorité, 9 cas sur 10, on approuvait la fusion. C'était beaucoup plus partagé au PS. Et en fait, les sympathisants PS, ils nous disaient plutôt, on va voir au cas par cas. Et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder en fait au cas par cas dans un certain nombre de villes comment ça s'est joué, quels ont été les reports, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur ce sujet-là. Mais au vu des résultats de ce soir, est-ce qu'on arrive à dire que les électeurs socialistes ont validé les alliances avec les Insoumis? Ça dépend des endroits. Il y a quand même une tendance. Il me semble qu'il y a quand même une tendance. Quand la gauche perd Tulle, Brest, Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse, avec des accords LFI, Besançon, ça me paraît quand même assez clair comme tendance. Ils les auraient peut-être perdus sans les accords. Et peut-être pas, parce que là, on sent aussi une droite qui se remobilise comme une espèce de vague contre, finalement, ces alliances LFI. Toulouse, c'est quand même très clair. Toulouse n'aurait jamais dû. On sait bien que cette ville, sociologiquement, est quand même plutôt de gauche, et finalement, elle reste à Moudin, donc on le voit bien. Et, troisième mandat. Exactement. Très vite, parce qu'on va filer au parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Pour finir, et quand on voit où ça tient, comme à Marseille avec Benoît Payan, ou comme à Paris avec Emmanuel Grégoire, qui refuse finalement l'alliance avec LFI, ils sont réélus amplement. Enfin, réélu, quand je dis dans la suite. Allez, Thibault Hénoch est sur le parvis de l'Hôtel de Ville. On attend toujours le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Thibault, un point, une ambiance peut-être de cette soirée. C'est son Vélib qui a crevé. Oui, une ambiance. On attend le nouveau maire socialiste de Paris qui arrive bien à vélo. Ça ne s'invente pas, évidemment. Symbole pour Emmanuel Grégoire. Et à l'instant, ici sur le parvis de l'Hôtel de Ville, c'est Anne Hidalgo, la candidate, la maire de Paris, donc pendant 12 ans, qui va céder la barre à son ancien dauphin avec qui elle a eu des relations parfois compliquées, mais qu'elle est venue saluer ici ce soir. Anne Hidalgo, qu'on a vu venir en salle de presse un peu plus tôt, un verre de champagne à la main pour fêter la victoire de la gauche. 5e victoire consécutive des socialistes ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Quelques sympathisants commencent à se rassembler et on attend l'arrivée d'Emmanuel Grégoire dans les prochaines minutes avec un discours ici devant l'Hôtel de Ville de Paris. Merci beaucoup Thibault. Peut-être Christelle Craplet, un mot, parce que à Paris, ça se jouait évidemment sur le report de voix des électeurs de Pierre-Yves Bournazel vers Rachida Dati. Il a été très morcelé, on peut dire ça de cette sorte.
Dans la mesure où, effectivement, Emmanuel Grégoire a quand même beaucoup d'avance, presque 10 points par rapport à Rachida Dati, on peut penser effectivement qu'une partie, en tout cas significative, des électeurs de Pierre-Yves Bournazel ont voté pour Emmanuel Grégoire. Et puis, il y a eu un tout petit, peut-être, effet vote utile de la part des sympathisants LFI, puisque Sofia Chikirou obtient 8,2% des voix, donc un petit peu moins que son score de premier tour. Donc, certains ont peut-être voté utile pour ne pas faire passer Rachida Dati en votant Emmanuel Grégoire. Et peut-être, Jean Garrigue, il y a eu aussi alors, il y a eu le retrait de la liste de Sarah Knafo, et puis il y a eu aussi ce soutien que Rachida Dati n'avait pas forcément demandé, mais soutien de Marine Le Pen, peut-être une sorte de baiser de la mort du RN. Baiser de la mort, oui, on en a beaucoup parlé. Bien sûr, c'était tout le problème de Rachida Dati. C'est le et à droite et à gauche. C'est-à-dire que vous avez le soutien de Sarah Knafo, un soutien très inattendu, plus inattendu, celui de Marine Le Pen, et de façon assez frappante. Et puis de l'autre côté, vous aviez l'électorat de Pierre-Yves Bournazel, dont une partie regarde vers le centre-gauche, beaucoup plus que vers la droite. Donc au-delà de ça, ce qui est très intéressant, si vous voulez, dans ces élections, c'est qu'il y a quand même un sous-texte. Le sous-texte, c'est de savoir si, effectivement, il faut que le Rassemblement national s'appuie sur une union des droites pour aller à la présidentielle, si les droites ont intérêt à s'allier avec le Rassemblement national. J'ai l'impression que ces élections ont montré que ce n'était pas forcément le bon calcul, à part dans une situation très particulière de Nice. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi ce questionnement, est-ce qu'il faut avoir un deuxième tour entre Jean-Luc Mélenchon, le défenseur de la gauche antifasciste, face aux droites. Et là, je rejoins quand même plutôt l'analyse de Virginie. Là où on a refusé l'alliance, même si il faut tenir compte des spécificités locales qui sont vraiment particulières. Marseille, Paris, ce sont des sociologies, des contextes électoraux très, très différents. Mais on est obligé quand même de constater que, a priori, il y a un espace pour une gauche qui n'accepterait pas de se plier finalement aux oukases de Jean-Luc Mélenchon. À l'instant, Sofia Chikirou, la candidate insoumise à Paris, affirme que les électeurs ont avant tout exprimé leur rejet de la droite. Tiens, on voit Emmanuel Grégoire traverser Paris à Vélib pour se rendre jusqu'à l'hôtel de ville. Effectivement, Emmanuel Grégoire qui devrait d'ici quelques minutes prendre la parole depuis le parvis de l'hôtel de ville. Anne-Charlène, vous vouliez évidemment intervenir de nouveau. Alors, avant cette soirée ou ces soirées électorales, on s'est tous dit sur ce plateau, il faudra faire attention, pas trop de leçons nationales, ne pas se projeter trop vite vers la présidentielle, sauf que ce sont les leaders politiques qui le font aussi pour nous, d'une certaine façon. Et je vous rappelle que le soir des européennes, on s'était promis de ne pas nationaliser le débat, et c'est Emmanuel Macron qui l'a fait pour nous. Donc il faut toujours faire très attention. Mais c'est quand même un piège, cette nationalisation du débat, un soir de second tour des municipales. Parce qu'en fait, il me semble qu'il n'y a aucune grille de lecture unique. On se dit finalement la gauche fonctionne mieux sans LFI. Mais alors comment est-ce qu'on explique le score de Grégory Doucet à Lyon? Au fond, finalement, là, l'alliance technique a fonctionné. Donc tout dépend. Et à la fois, comment est-ce qu'on explique le score d'Emmanuel Grégoire? Et comment on explique le score d'Emmanuel Grégoire et aussi de Payan à Marseille. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a une forme de cordon sanitaire anti-RN qui fonctionne quand même encore dans l'électorat de gauche au moins. C'est-à-dire cette idée de se dire, à partir du moment où il y a ce risque-là, eh bien, l'union des gauches, elle paraît légitime. Donc, au fond, quand on essaye de nationaliser scrutin, on a des demi-lunettes parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement ce qui fonctionne. De là à dire, pour le coup, que les ancrages totalement classiques PS, LR se maintiendront, ça, j'en suis quand même assez moyennement convaincue parce que, en fait, moi, ce que je vois, c'est la fragmentation de 2024. On retrouve ici et qu'à mon avis, on retrouvera en 2027. Donc, voilà, la France, avec ses 36 000 fromages et ses 18 candidats, on les a à nouveau. Mais ça va complexifier encore parce que derrière le paquebot RN, on va dire qu'il y a un socle qui est largement le plus important, quelles que soient les observations qu'on peut faire ce soir. Qui commence à grappiller dans des régions qui ne sont pas des points forts du parti habituellement. Que ce soit une ligne Union des droites de plus en plus formulée par Jordan Bardella ou que ce soit le RN un peu plus canal historique. Ou Bruno Retailleau d'ailleurs. Ou Bruno Retailleau de l'autre côté. Porte, mais c'est autour, en tout cas ça dépasse les 30%, il n'y a pas vraiment de sujet en l'état pour une qualification au deuxième tour. En revanche, le morcellement qu'on décrit pour tout le reste du champ politique, au-delà même des concurrences humaines entre les candidats, et Dieu sait qu'il y en a quand même beaucoup dans chaque camp, ça veut dire un seuil de qualification qui risque d'être très bas, ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle pour apporter de la clarté, parce que ça ouvre et ça aiguise l'appétit de chacun, et ça veut dire qu'un Jean-Luc Mélenchon peut s'imaginer, un candidat effectivement de cette gauche non mélenchoniste peut tout à fait l'envisager, un Gabriel Attal peut l'imaginer, un Édouard Philippe peut l'imaginer, un Bruno Retailleau peut l'imaginer. Voilà, donc je pense que je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup clarifié la photo pour 2017.
En revanche, 2027. 2027, pardon. En revanche, il y a une constante, et ça, je pense vraiment qu'il ne faut pas la passer sous silence, c'est le fait que voilà, le RN, il n'y a peut-être pas exactement tous les symboles qu'on attendait, mais il y a une poussée qui est vraiment significative. Quoi. Dans des plus petites villes que Dans celles beaucoup qu'on de petites attendait, villes, en effet. On pensait à Toulon, et puis en fait, c'est Carcassonne, c'est la Seine-sur-Mer, c'est Saint-Avold. Anne Hidalgo est en train d'arriver à l'hôtel de ville pour fêter la victoire de son dauphin, on va le dire comme ça, Emmanuel Grégoire, et la Rose. On ne sait pas si elle est arrivée en Vélib ou pas. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait de prise de parole d'Anne Hidalgo. On voit simplement les images de l'arrivée de la maire de Paris pour encore quelques jours. Est-ce qu'il y a des villes où vous vous êtes trompé? Pardon de vous poser cette question, Christelle Craplet, mais il faut aussi faire un peu son autocritique de temps en temps. Paris, c'est vrai que je ne dis pas ça pour Ipsos BVA, mais on a vu entre les deux tours des sondages qui donnaient beaucoup moins d'écart. Et on va être très honnête avec nos téléspectateurs, Adeline. On pensait avoir les résultats de Paris très tard dans la nuit. Nous, on était partis pour rester avec vous jusqu'à 1h du matin. On était sur du 50-50. Est-ce que c'était difficile à évaluer finalement? Je tiens quand même à dire que ces sondages n'étaient pas des sondages Ipsos BVA. Nous n'avons pas fait de sondage. C'est pour ça qu'on est très à l'aise pour vous interroger. La question. Qu'on s'est trompé. Non, mais il faut quand même toujours voir qu'il y a une campagne quand même derrière, même si elle est très courte, même si elle dure qu'une semaine. On peut avoir des indications dans les enquêtes qui ensuite sont démenties, ne serait-ce que parce que certains électeurs de gauche qui n'étaient peut-être pas allés voter au premier tour se sont dit « Ah, il y a un risque que ce soit Rachida Dati, je vais me mobiliser ». Je le disais tout à l'heure, certains, même si c'est à la marge, quand électeurs de LFI ont pu basculer. Donc c'est normal qu'il y ait aussi des choses qui se passent et qu'il y ait des surprises, ou pas vraiment surprises, mais en tout cas, des choses un peu différentes de ce qu'on attendait par rapport... Il y a aussi des histoires Christelle, de campagne ratée. Pour analyser ces résultats, si on parle de Lyon, par exemple, Jean-Michel Aulas a raté, en tout cas, la dernière étape. Et Rachida Dati, d'une certaine manière aussi, parce que elle a raté son débat d'entre-deux tours. Elle a raté le débat d'entre-deux tours, elle a raté la sortie juste après le deuxième tour, où elle était prise dans des négociations qui étaient un peu compliquées, puisque elle fusionne et Bournazel la lâche. Il y a eu comme la sortie du ministère de la Culture, qui n'était pas non plus simple, où elle s'accrochait. Je pense que d'abord, au-delà de l'envie de Grégoire, il faut être quand même honnête à Paris, la question s'est beaucoup posée sur pour ou contre la bascule pour Rachida Dati. Il n'empêche qu'au soir du premier tour, Emmanuel Grégoire était beaucoup plus haut que ce que les uns et les autres on pouvait imaginer, et Rachida Dati était quand même très basse, autour de 25%. Donc on ne pouvait pas forcément prévoir. On pouvait quand même faire le pari que dans les électeurs de Pierre-Yves Bournazel, s'ils avaient choisi Bournazel et pas Dati dès le premier tour, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup d'électeurs de centre-gauche ou des gens qui ne se reconnaissaient pas dans cette droite un peu trumpienne en pleine dérive. Et puis voilà, Rachida Dati, il ne suffit pas de dire... Mais c'est la droite qui a perdu à Paris ou c'est Rachida Dati ? Je pense que nous, on a fait un billet cette semaine pour dire que, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croyaient, Rachida Dati était peut-être la pire candidate pour la droite à Paris. Je crois que ça s'est assez largement confirmé ce soir. Jean Garrigue a l'air d'accord avec Jonathan Boucher-Petersen. Oui, c'est un constat pardon, non mais j'ai été sollicité, donc mais c'est un constat que beaucoup ont fait. Elle a fait une très mauvaise campagne. Cette image clivante, et puis oui, elle n'est pas devenue clivante entre les deux tours. Non, mais le parfum un peu sulfureux aussi des procès à venir aussi. Enfin, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui peuvent jouer. Pour Jean-Michel Aulas, c'était autre chose. C'était quelqu'un... Ça nous a montré d'ailleurs au passage que les Michel-Édouard Leclerc et autres aspirants à une carrière politique feraient bien d'y regarder à deux fois, parce qu'on ne s'improvise pas comme ça. Ne dites pas ça à Serge Blanco qui a été élu à Biarritz. Un contre-exemple, mais Serge Biarro. Blanco, c'est un rugbyman, c'est très différent. C'est pas un footballeur, c'est ce que vous voulez dire? On va rentrer dans un autre débat. Non, mais si on parle des campagnes, si on parle des campagnes ratées, peut-être que vous vouliez revenir là-dessus. Oui, sur les campagnes, moi je trouve d'abord, première chose, c'est très important parce qu'on a l'impression que tout est déjà joué. Les sondages ont tendance un peu à cristalliser, les unes des journaux aussi. Et puis finalement, on s'aperçoit que de septembre à aujourd'hui en mars, il y a eu beaucoup de bascules liées à ce qu'on appelle évidemment la communication politique, les campagnes, etc. Donc c'est très important, et les prises de parole. Regardez à Marseille aussi, pour compléter les exemples, à Marseille aussi, la candidate Martine Vassal, elle part très haut dans les sondages à l'automne dernier, et elle s'écroule au fur et à mesure, et elle se scratch définitivement lors d'un débat télévisé, tout comme d'ailleurs Jean-Michel Aulas. C'est quand même au moment du débat télévisé qu'il est mis en difficulté. Et Martine Vassal, avec sa sortie maladroite de Travail, Famille, Patrie, elle ne s'en remet plus après. Elle était déjà descendue considérablement. Donc je trouve que ça met aussi le doigt sur l'importance des campagnes et de ne pas penser que tout est joué en définitive. Oui. Et ça heureusement d'ailleurs. Oui, mais ça devrait remobiliser les gens justement. Et ça, je trouve que c'est important. C'est pareil, hein.
Anis Estrosi-Ciotti. Bon, le fait qu'on ait soupçonné finalement Christian Estrosi d'avoir lui-même fomenté son histoire de tête de porc, etc. Enfin, tout ça a été très flou et ça a fait beaucoup de mal aussi à sa campagne. Oui. Alors, vous parliez de Lyon. On y retourne tout de suite avec Stéphanie Despierres. Les dernières infos en provenance de Lyon avec donc cette réélection de Grégory Doucet. Oui, a priori, réélection du maire écologiste sortant, mais l'écart se resserre un peu selon nos dernières estimations. Grégory Doucet obtiendrait 51,5% des voix contre 48,5% pour son adversaire, Jean-Michel Aulas, qui conduisait une liste de droite et de centre-droit. Ici, il y a quelques minutes, c'était l'ambiance, le feu absolu. On a entendu des clameurs et vous entendez encore derrière moi. Même si l'équipe de Grégory Doucet est un peu plus prudent qu'il y a 3 quarts d'heure, il devra s'exprimer vers 22h30. Sa prise de parole avait été avancée à 22h15. Elle vient d'être peut-être légèrement reculée car l'équipe joue la prudence et attend la consolidation des résultats. Mais a priori, Grégory Doucet devrait donc entamer un deuxième mandat à la tête de la mairie de Lyon qu'il avait conquise en 2020 dans un contexte un peu compliqué par le Covid. Un militant disait tout à l'heure, cette victoire, elle est réelle. C'est une très belle victoire parce qu'il avait bien évidemment entendu les messages en 2020 qui disaient que la participation était en baisse, donc la victoire avait été un peu atténuée par celle-ci. Jean-Michel Aulas a donc raté son pari de gagner cette ville de Lyon, ville qui était historiquement au centre et qui désormais semble bien ancrée à gauche. Je vous rappelle que Grégory Doucet conduit une liste d'union avec les socialistes et que pour ce deuxième tour, il avait réalisé la fusion avec la France Insoumise. Merci Stéphanie Despierres. Victoire donc de Grégory Doucet à Lyon, mais à l'instant, le président écologiste de la métropole de Lyon annonce sa défaite face à la candidate LR. Donc demi-victoire, il gagne la ville, mais il perd la métropole. Effectivement, et ce sera aussi intéressant de voir un peu partout les intercommunalités, parce qu'on en parle beaucoup moins, mais il y a des enjeux et des leviers d'action, de pouvoir, de budget avec les intercos. Quelques résultats, la ville de Troyes, François Barouin, réélu avec 48,55% des voix. Le maire UDI de Lorient, Fabrice Loher, qui avait été ministre de la Pêche en 2024, réélu de justesse face au député écologiste Damien Girard. 45% des voix pour Fabrice Loher, 42% pour Damien Girard. Et à Reims, Arnaud Robinet est réélu avec 51,86% des voix de ce second tour. Alors dans les villes qui étaient un peu symboles, il y a aussi Virginie Martin, les villes de Bordeaux et d'Annecy qui pouvaient être un peu les succès macronistes qui cachaient le désert. Votre avis sur ce qui s'est passé? Tiens, peut-être à Bordeaux pour commencer. C'est bien Cazenave qui est là, hein, on est d'accord. Au dernier comptage, c'est Thomas Cazenave. C'est Thomas Cazenave. On est d'accord, oui. Vous avez raison de me reprendre, je suis un peu affirmatif, mais bon, restons prudents. Franchement, il y a vraiment des villes où ça a été étendu. Non, c'est très important, oui, c'est très important parce que finalement, jusqu'au dernier moment, hein, rappelez-vous qu'on a failli assister aussi à une triangulaire qui aurait fait tomber Thomas Cazenave. Hein, avec Philippe Dessertine. Parce que Philippe Dessertine, finalement, au dernier moment, a décidé de retirer sa liste, qui n'était absolument pas gagnée. Donc c'est une victoire extrêmement importante. Annecy, c'est extrêmement important aussi, puisque c'est monsieur Arnaud Armand, qui est ancien ministre, Antoine Armand, pardon, qui est ancien ministre, qui a été élu. Donc ce sont des victoires symboliques qui ancrent, comme l'a dit Gabriel Attal, un petit peu son mouvement dans une dynamique. On sait combien les dynamiques de Macron d'En Marche au niveau local étaient extrêmement faibles. Là, il semblerait y avoir un début de dynamique. Je ne sais pas si c'est énorme, si c'est important, mais symboliquement, ça compte. Ça compte. Voilà, maintenant, qu'est-ce que ça dit aussi de l'année prochaine et des sondages qui donnent souvent Gabriel Attal après Édouard Philippe, vers 10, 12, 13 points, derrière évidemment très loin de Bardella. Voilà, est-ce que ça va donner... Je vous interromps Virginie, c'est pas l'arrivée du Tour de France, hein, ne vous méprenez pas, on est sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris et c'est Emmanuel Grégoire qui est en train d'arriver à bord de son Vélib. Regardez, il se ferait un chemin, on a l'impression d'être dans l'ascension de l'Alpe d'Huez là. Emmanuel Grégoire qui doit prendre la parole, je ne sais pas si on peut entendre, s'il y a une ambiance qu'on peut entendre et vous faire partager. C'est un peu trop tôt peut-être, hein. On est en train de s'installer. Voilà l'ambiance.
D'ailleurs, si on parle d'ambiance, Quentin Calmet, qui est en train de tourner un long reportage qui sera diffusé sur notre antenne dans quelques jours sur la bataille de Paris, disait que Rachida Dati, quand elle est arrivée pour prendre la parole, discours de défaite, c'est déjà très dur, elle a été huée dans la rue à l'aller et au retour avant et après sa déclaration. Bain de foule pour Emmanuel Grégoire. Et c'est Anne Hidalgo qui vient de serrer dans ses bras. Oui, c'est ça. Des victoires qui rabibochent. Il y a des victoires qui rabibochent. Ah, quand même. Alors, est-ce que Thibaut Hénoch est avec nous et peut nous commenter peut-être Poule de sympathisants ici à l'hôtel de ville de Paris. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de médias. Il est venu à vélo depuis son QG. Voilà, vous entendez des acclamations. Il y a beaucoup de militants, beaucoup de sympathisants. Attention. Un petit peu d'agitation, mais le symbole est là. Emmanuel Grégoire venu à Vélib. Alors, on entend presque plus Thibaut Hénoch. Ça, c'est la magie des soirées électorales. Hein. Bah oui. On va retrouver Emmanuel Grégoire après. On attend Emmanuel Grégoire dans un instant. On a la confirmation quand même de la défaite, Anne-Chaëne Bézina, de l'ancien Premier ministre, maire de Pau, François Bayrou. Alors, on ne s'est peut-être pas beaucoup intéressé à la ville de Pau, donc peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas vu venir cette défaite. Là aussi, il y a une défaite assez symbolique quand même. Notamment parce qu'en fait, ça sanctionne peut-être aussi un bilan national. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que pour Édouard Philippe, on avait pensé que ça pouvait être risqué, notamment par rapport au fait que quand vous quittez votre localité, alors Bayrou, justement, ne l'a pas complètement quitté, en se faisant bien remarquer, justement, sur la question, puisqu'il a fait son premier conseil des ministres en disant qu'il serait en visio, etc. Mais on se rappelle quand même que cette idée d'occuper le terrain national, c'est pas forcément bien vu. Et je me demande s'il n'y a pas une forme d'effet sanction, quand même, aussi bien dans la ville. Peut-être que pour François Bayrou, il ne faut pas négliger un élément, c'est Bétarab. Bien sûr. C'est vrai que ça l'a considérablement affaibli au niveau local, bien sûr. Les proches de François Bayrou vous le direz. Enfin, tous le disent. Il a été extrêmement frappé par Bétarab et l'affaire ressurgit quasiment chaque semaine dans la presse locale et régionale. Donc c'est quelque chose de fondamental. Mais ça ne doit pas nous faire oublier, pardon si je rebondis un petit peu là où on ne m'attend pas, mais sur ce que disait tout à l'heure Jonathan, parce que je pense que l'enseignement majeur de ces élections, c'est la fracturation. C'est la fracturation. On l'a connue aux législatives de 2024, on va la connaître à l'élection présidentielle de 2027, et on risque de la retrouver aux élections législatives qui suivront l'élection présidentielle. Ça veut dire des majorités qui resteront difficiles à trouver, je pense notamment à l'Assemblée nationale. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. On est obligé de prendre quasiment au cas par cas telle ou telle majorité. Est-ce que l'alliance entre le PS et LFI est gagnante ou perdante? Est-ce que l'Union des droites est gagnante ou perdante? Est-ce que le RN peut s'allier avec Reconquête ou autre? Oui, on est à chaque fois dans des cas de figure différents. Et surtout, précisément. Jean Garrigue, on a le sentiment ce soir que quel que soit le parti, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. C'est ce qui explique ces proclamations de victoire. L'image de François Bayrou, tiens, qui arrive sans doute peut-être à l'hôtel de ville de Pau ou à son QG de campagne, je n'ai pas encore cette information. Voilà, le maire sortant, ancien Premier ministre, battu. C'est l'une des quand même grandes surprises de cette soirée, Adeline. On essaie comme ça de vous montrer les images qui nous parviennent des différentes villes. Virginie, vous vouliez intervenir? Oui, par rapport à ce que vient de dire Jean aussi, moi je trouve qu'on est aussi dans certainement une recomposition en transition d'une certaine manière. Et c'est vrai, finalement, on doit se demander, est-ce qu'on a 5 blocs ou est-ce qu'on en a 3 ? Parce que selon les configurations, en effet, tout d'un coup, on n'en a plus que 3. Il y a une sorte d'union des droites qui peut éventuellement se faire. Et puis après, il y a la gauche. Et puis, il va y avoir LFI. Puis de l'autre côté, il va y avoir le RN tout seul qui va être isolé. Et du coup, ça nous fait 4 ou 5 blocs. Et donc, on oscille, en fait, selon les configurations. On peut aller, effectivement, sur un émiettement. François Bayrou, je vous interromps. Et sinon, jusqu'à 3. Vous, dont je vois les visages amicaux et attristés. C'est une soirée difficile pour nous et je crains un peu que ce soit une soirée difficile pour notre ville. Cela dit, c'est la démocratie. C'est comme ça que ça marche. Et on ne peut pas faire confiance à la démocratie quand on gagne et lui retirer sa confiance quand on perd. Quand on perd de si peu, puisque c'est seulement 300,
44 voix sur 26 000 qui nous ont séparés. Si vous pouvez éviter les problèmes d'ampli, ce serait mieux. Et donc, j'ai adressé un message de félicitations à M. Marbeau. Et je veux adresser un message de gratitude à cette ville incroyable et à ceux qui y vivent et la font vivre, avec qui j'ai partagé, nous avons partagé depuis 12 ans tant de projets et tant d'accomplissements. C'est une ville comme il y en a peu par son histoire, par son architecture, son urbanisme, par les valeurs qu'il apporte. Et pour dire la vérité, je n'ai jamais cessé. On écoutera évidemment François Bayrou. Ça sonne un peu peut-être le crépuscule d'une carrière politique. On verra bien comment il peut rebondir après une telle défaite dans sa ville de Pau. Voici les images en direct du parvis de l'Hôtel de Ville avec la maire sortante Anne Hidalgo qui... Je vais vous dire quelques mots. Eh ben voilà, on lui laisse la parole. Alors, Parisiennes et Parisiens, il y a 25 ans, ici même, c'était la première victoire de la gauche à Paris avec Bertrand Delanoë. Il y a 25 ans, les Parisiens sont venus et ils ont brandi des clés. Alors aujourd'hui, moi je donne la clé de la ville à Emmanuel Grégoire. Alors merci les Parisiennes et les Parisiens. Et avant de laisser la parole au nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, je veux vous dire un mot très simple. Depuis 25 ans, on a transformé cette ville. Aujourd'hui, cette ville, les Parisiennes et les Parisiens, vous avez dit, on veut aller plus loin, on veut continuer. Et vous avez raison, vous l'avez décidé. Et c'est le mandat qui vient d'Emmanuel Grégoire et de son équipe. Depuis 6 ans, nous vivons sous l'assaut des invectives, des insultes, des injures permanentes de celles et ceux qui depuis 6 ans nous disent « vous allez perdre et quelqu'un d'autre va gagner à votre place ». Moi, je ne vous dis qu'une chose, ayez confiance en vous. Ce que vous portez est profondément démocratique. Vous ne vous libre, libre comme Paris. Alors, merci à vous. C'est un bonheur immense pour moi d'achever mon mandat et de remettre cette clé à Emmanuel Grégoire. Merci. Merci d'abord à vous toutes et à vous tous d'être présents ici symboliquement devant l'Hôtel de Ville de Paris. Mes premiers mots vont à Anne Hidalgo,
pour ces mots chaleureux et pour la remercier, car si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été à mes côtés, parce que j'ai été à ses côtés et qu'elle m'a donné ma chance, et je sais que je ne serais pas ici si elle ne me l'avait pas donné, et je veux lui en dire ma gratitude. Je veux aussi dire ma gratitude à Bertrand Delanoë, parce qu'il a initié en 2001 ce très beau cycle de la gauche, qui est un cycle qui embrasse des valeurs qui nous ont beaucoup inspirés dans cette campagne. Je vous parle ici devant tous les visages qui ont animé cette campagne et sans lesquels je ne serais rien. Dans cette union de la gauche et des écologistes, il y a des militants socialistes, communistes, écologistes, place publique, de la paix, de la gauche républicaine. Et c'est de cette différence que nous avons fait notre force et notre dynamique. Et je sais combien nous devons à cette union la victoire que nous ont donnée ce soir les Parisiennes et les Parisiens. Je veux également avoir une pensée pour tous les électrices, tous les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage ce soir, leur dire notre gratitude, notre reconnaissance et l'honneur qu'ils nous ont fait et la façon dont ils nous obligent. Je veux aussi avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas voté pour nous, leur dire que nous aurons à cœur évidemment de les emmener dans cette aventure. Nous voulons être l'équipe de toutes les Parisiennes et de tous les Parisiens et nous aurons une attention pour chacune et pour chacun. Et enfin, je veux finir ce court propos par ce peut-être pourquoi nous nous sommes engagés historiquement. Je pense aux plus fragiles, je pense à ceux qui ce soir même vont dormir dans les rues de Paris. Je pense aux enfants qui souffrent. Je pense à tous les plus vulnérables qui ont besoin de la gauche, qui ont besoin de la gauche depuis 2001 et que nous allons continuer à accompagner et à protéger du mieux que nous pouvons. En tout cas, vous le dire, notre joie est immense, notre responsabilité est immense. Nous allons consacrer quelques heures à la fête et demain, nous allons commencer à travailler très tôt, mesdames et messieurs. Merci infiniment à tous. Merci. Merci. Voilà pour la déclaration du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire. On file tout de suite à Toulouse, rejoindre Stéphane Duguay, qui est avec le maire sortant, réélu, Jean-Luc Moudenc. Stéphane. Bonsoir Jean-Luc Moudenc, vous êtes donc réélu avec 53,9% des voix ce soir, loin plus large que ce qu'on disait de ce scrutin, qui devait être un scrutin serré. C'est une surprise pour vous ? C'est une surprise, je dirais, par rapport à ce on pouvait penser au début de la semaine qui s'achève. Parce que toute la semaine sur le terrain, moi j'ai senti que ça montait. J'ai senti que les Toulousains se mobilisaient, que la perspective d'un maire mélenchoniste était quelque chose qu'ils refusaient. Des abstentionnistes qui me disaient on n'est pas allé voter, on va y aller. Et des électeurs de M. Briançon, le candidat du Parti Socialiste, qui me disaient j'ai été trahi, c'est pas possible, vous êtes un bon maire, donc je vais voter pour vous, même si je ne suis pas de votre sensibilité. Donc j'ai senti que ça montait. Après, j'étais incapable, évidemment, d'évaluer jusqu'à quel chiffre. Dans cette campagne, vous avez dit le mélenchonisme est un danger. Cette liste-là, elle a été composée avec des socialistes, des communistes, des écologistes. Quel était le danger réellement ? Le danger, c'est que les socialistes se sont couchés devant les mélenchonistes, à tel point qu'on peut dire qu'ici à Toulouse, le Parti socialiste est le parti des soumis, puisque les socialistes n'avaient que 9 candidats sur 71, les communistes quelques-uns. Autrement dit, c'est véritablement l'extrême gauche qui dominait très largement, pas simplement d'ailleurs LFI, mais aussi le NPA et un tas de groupuscules pas très connus, mais qui tous tendent à l'extrême gauche. Ce soir, dans votre discours de campagne, vous avez dit « Toulouse est rassemblée ». Comment vous allez parler aux 46,5% des gens, 46% à peu près, qui ont voté pour les Insoumis ? Tout simplement parce que je considère que les Toulousains et les partis politiques, c'est deux choses différentes. C'est deux concepts, deux réalités totalement différentes. Moi, je suis au service de tous les Toulousains. Et évidemment, au service des Toulousains qui ont voté pour M. Piquemal. J'ai jamais fait de distinction entre les Toulousains. Je ne les ai jamais classés, catégorisés, étiquetés. Depuis 12 ans que je suis là, et mon équipe travaille comme ça, on est au service de tous. Donc on va continuer à être au service de tous.
Merci Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, réélu pour un 3e mandat. Voilà, Stéphane Duguy avec Jean-Luc Moudenc en direct de Toulouse. À l'instant également, les mots de Christian Estrosi, le maire battu de Nice, annonce ce soir qu'il quitte la vie politique. Après sa défaite face à Éric Ciotti, Christelle Craplet, est-ce que vous avez d'autres résultats, d'autres villes un peu symboliques à mettre en avant dans cette soirée ? Non, pas d'autres nouveaux résultats. Tout a été communiqué. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'effectivement, chacun va peut-être parler d'une victoire un peu symbolique pour masquer certaines défaites. Je prends par exemple les écologistes qui vont pouvoir parler de Lyon, qu'ils ont réussi à conserver, mais derrière, il y a quand même un certain nombre de villes qu'ils auront perdues, Besançon, Annecy, Poitiers, et on pourrait dire la même chose sur un certain nombre d'autres partis. Donc c'est pour ça, je reviens un peu sur ce que vous disiez, quand même bien regarder les configurations locales et ce sera difficile à... Et même là, c'est très difficile à lire puisque les écologistes perdent la métropole de Lyon tout en conservant Lyon. C'est ça, c'est pour ça qu'on est vraiment dans un paysage politique effectivement fragmenté et on ne sent pas non plus chez les Français un grand enthousiasme quand on leur demandait dans votre commune, chacun des partis suivants, est-ce que vous seriez content ou pas s'il remportait l'élection. En fait, aucun parti n'arrive en tête. C'est le Rassemblement national qui est un peu plus perçu comme une bonne chose, mais sinon, ils vous disent majoritairement que c'est une mauvaise chose. C'est aussi certainement à mettre en miroir avec les nouvelles sociologies, si je puis dire. Ouais. Avant, il y avait des classes sociales plus homogènes, il y avait des identifications partisanes extrêmement fortes. Aujourd'hui, tout ça, évidemment, se délite d'année en année. Et là, maintenant, ça se répercute véritablement dans les élections. Donc, il n'y a pas seulement la décomposition dans laquelle peut-être Emmanuel Macron a plongé le pays en enjambant le clivage gauche-droite. Je pense qu'il n'y a pas que ça aussi. Ça répond à une sociologie différente, avec peut-être aussi plus de fragmentation dans les communautés, avec des individualismes plus forts. Il y a tout cela, à mon avis, aussi derrière ces résultats. Ils ne sont pas que politiques, qui sont profondément sociologiques, à mon avis. Jonathan Boucher-Petersen, parlons un peu des écologistes, parce qu'on avait, avant ces élections municipales, mis l'accent sur l'enjeu très, très important pour les maires écologistes. Il y avait une vague verte en 2020. Quel bilan vous faites ? On parlait de sociologie, mais on avait aussi dit qu'il y avait en 2020 une abstention particulièrement forte chez les plus de 65 ans et peut-être une mobilisation différentielle plus importante chez les jeunes. Moi, je pense que dans un certain nombre de villes, ça avait aussi poussé, puis que le contexte n'était pas le même. C'était plus l'époque Greta Thunberg, des marches pour le climat. Il y avait une forme de prise de conscience et de bataille un peu idéologique qui avait été remportée par les écologistes. Je pense que là, on sort quand même de 5 ou 6 années d'un bashing assez fort sur les questions écologiques. J'entendais que même Bruno Retailleau trouvait le moyen d'en remettre une petite couche dans sa prise de parole ce soir. Mais on est face à un parti dominant, le RN, qui est objectivement climato-sceptique. Et voilà, donc je pense qu'il y a certains maires qui n'ont peut-être pas fait le boulot, mais je ne crois pas. Quand on regarde un peu sur le terrain, ce n'est pas des rejets très violents de ces maires-là. En revanche, il y a le rétablissement d'une sociologie électorale un peu plus classique qui, je pense, ne les a pas aidés. Et voilà, donc le bilan, il est plutôt très négatif. Quand on regarde globalement, il y aura l'arbre Grégory Doucet, qui est une satisfaction, évidemment, parce que ce n'était pas celui qui était donné comme le plus gagnant avant le scrutin. Pierre Hermic, à l'inverse, dont on disait que ça semblait assez solide, chute aussi. Et au milieu, on a globalement un très gros recul. Strasbourg. Mais puisque Catherine Trottmann réussit à reprendre... Mais je pense qu'on n'a jamais eu autant de marqueurs écologiques dans des partis ou chez des candidats dont ce n'est pas l'ADN premier. J'entends votre argument, mais Christelle Craplet, il faut rappeler que dans l'étude que vous avez faite, il y a quand même près de 8 Français sur 10 qui disent qu'ils ont d'abord voté en regardant le bilan de leur maire. Donc c'est quand même une pierre dans le jardin peut-être des maires écologistes. Oui, alors c'est vrai que les enjeux locaux, c'est le principal déterminant du vote. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'on dit toujours qu'il n'y a plus de préoccupation environnementale. C'est la sécurité qui est devenue la principale préoccupation au niveau local. C'est vrai en termes de hiérarchie, mais quand vous focalisez et vous demandez aux personnes s'ils sont quand même inquiets ou pas sur les enjeux environnementaux, ils le sont toujours. Et ça reste quand même, notamment au niveau local, ils ont envie de verdure quand on est dans une grande ville, d'attention pour qu'il n'y ait pas trop de pollution. Et c'est pour ça sans doute que d'autres candidats aussi s'emparent malgré tout de ces thématiques. Alors justement, on part à Bordeaux. Le maire sortant, Pierre Hermic, vient d'annoncer sa défaite face à Thomas Cazenave. Et c'est Guillemette Allard qui suit l'actualité dans la ville de Bordeaux. Guillemette.
Oui, à quelques milliers de voix de différence, un duel ultra serré. Le candidat macroniste Thomas Cazenave remporte donc Bordeaux face au maire sortant Pierre Urmic. Thomas Cazenave qui récolterait 50,8% des voix contre 49,2% pour Pierre Urmic. Le député Renaissance de Gironde qui a donc suffisamment bénéficié du report des votes des électeurs de Philippe de Sertine. Mais vous le voyez, cet écart est faible et cela signifie qu'une partie importante des électeurs de l'économiste ont choisi de ne pas lui donner leur vote. Thomas Cazenave qui était à la tête d'une liste d'union de la droite et du centre, Renaissance, Modem, Horizon et LR. Il a été soutenu notamment par plusieurs ténors cette semaine. Bordeaux qui ce soir donc le fief d'Alain Juppé et qui rebascule du côté de la droite. C'est Thomas Cazenave qui va donc entrer au Palais Rohan après l'incursion qui aura duré 6 ans de l'écologiste Pierre Urmic. Tiens, je voulais vous interroger sur un point. Le point commun ce soir entre Nice, Besançon, Poitiers, Bordeaux, Pau, Nice donc aussi, c'est que le maire sortant n'est pas réélu. Est-ce qu'on peut parler ce soir d'une vague de dégagisme ? Je crois que c'est Manuel Bompard qui, le premier, en a parlé ce soir. C'est son credo, mais là, on évoque des cas qui sont très différents, puisque les écolos venaient à peine d'arriver. On a aussi beaucoup parlé de la primo sortant dans l'entre-deux tours. Oui, mais on a eu des études qui étaient très différentes. D'ailleurs, moi, je me souviens avoir fait 2 émissions où, une fois, on nous disait il y a un dégagisme qui pointe, il va falloir tenir compte. Et la fois suivante, on nous disait ça reste quand même une élection où 80% ou 75% ou 80% des électeurs étaient satisfaits du bilan de leur municipalité. Donc, vraiment, encore une fois, je pense que tout ce qui est loi générale reste très, très compliqué. Il y a clairement des maires qui étaient usés. Il y a aussi beaucoup de maires qui étaient peut-être plus que dans les élections précédentes, là depuis très longtemps, parce que 2020 a été un moment un peu de valeur refuge. Les maires ont rarement lâché la barre alors qu'on était en pleine bataille contre le Covid. Donc je pense que il y a beaucoup de choses. Et Nice, d'une certaine manière... C'est le système. Je pense que c'est plus Estrosi qui s'effondre. Nice, c'est ça. C'est un retour, système qui s'effondre. Et de fait, la ville est quand même d'une droite très dure. Éric Ciotti, Jacques Perrin, honnêtement, on est à peu près dans la même chose. Et que dans l'entre-deux tours, un Bruno Retailleau n'ait pas trouvé le moyen de choisir entre Christian Estrosi... Il a assumé ce soir d'ailleurs. Il a assumé, mais ça dit beaucoup du glissement de... Mais Retailleau n'a pas choisi, mais on constate aussi quand même à Nice que la candidate de gauche s'est maintenue, elle n'a pas choisi non plus. Elle disait grosso modo, entre le système Estrosi et la personnalité d'Éric Ciotti et son positionnement politique, moi je me maintiens. Donc il faut voir ça aussi. Et elle fait 15%, voilà, pas négligeable. Et elle fait un très bon score. Donc finalement, ni Retailleau choisit à Nice, ni la gauche d'une certaine manière, et laisse faire. Bruno Retailleau qui a dit tout à l'heure, la clarté et la droiture ne sont pas négociables. Et c'était, sans citer la ville de Nice ou Christian Estrosi, c'était clairement à lui qu'il pensait, Anne-Charlène Bézina. Il me semble que la sociologie de Nice, elle est de toute façon très particulière. Ce qui fait qu'il me semble que quand on veut parler de grosses prises RN, arriver à parler de Nice, ça reste quand même un peu en demi-teinte, étant donné que déjà, c'est pas RN, c'est UDR, c'est un pari très personnel d'Éric Ciotti. Il faut savoir que ça se fait au soir du premier tour de l'élection de 2024, où Éric Ciotti, finalement, ne négocie les choses que par rapport à cette ambition sur sa ville. Donc, c'est quelque chose d'un conflit très personnel. Mais moi, ce qui me semble, c'est que l'alternance, elle n'a pas particulièrement gagné, en réalité. Au contraire. Et il y a, à mon avis, un grand perdant, 2 peut-être. Le premier, c'est la participation, vous en avez parlé, mais il faut quand même le redire. C'est-à-dire 57. Que l'extrême violence dans laquelle chacun s'est invectivé, la manière dont finalement les enjeux locaux ont été complètement éclipsés et par l'actualité internationale et par la personnalisation de cette campagne, tout ça, ça se fait sans les Français, ça c'est important de le redire. Et deuxième point, les modes de scrutin, on en a changé l'année dernière en se disant on va arriver à favoriser une alternance, les choses seront beaucoup plus lisibles. Excusez-moi, mais la gouvernance de Lyon, avec une métropole qui n'a pas la même couleur que la mairie, qui n'aura pas la même couleur que les mairies d'arrondissement, à mon avis, ça risque de nous amener quand même pas mal de conflictualité. Et je ne suis pas sûre finalement qu'on ait véritablement quelque chose de représentatif. C'est pour ça que la nationalisation de ces résultats-là, elle va être très différente parce que l'abstention est en réalité un facteur qui explique beaucoup de choses, et notamment le fait que la droite à Paris n'ait pas forcément réussi sa percée parce que voilà, on reconduit, on est dans quelque chose d'un peu normalisé, mais ça se fait quand même dans l'ombre de l'opinion. Et n'oublions pas que 93% des communes françaises avaient déjà leur maire
maire au soir du premier tour. Et que une soirée pour les 7%, Thomas. Hein. Oui, mais ça fait beaucoup de villes avec beaucoup d'habitants. Voilà, ça concerne 50% de la population. Mais quand même, dans beaucoup de petites villes, Jean Garrigue, ça reste un affrontement gauche-droite. Il faut pas l'oublier. C'est vrai qu'il y a cette fragmentation, mais il y a certainement des téléspectateurs et téléspectatrices qui disent la fragmentation, je la vois pas chez moi. Vous avez raison. Et un affrontement gauche-droite sur une base de gauche et de droite, je dirais, traditionnelle. C'est-à-dire que là encore, l'illusion d'optique de la polarisation, c'est quelque chose dont il faut se garder sur ces élections. Quand on parle de dégagisme, mais dans les élections d'antan, de notre temps, mais le dégagisme, vous l'aviez de manière beaucoup plus forte. Vous aviez des transitions de gauche à droite ou de droite à gauche sur des centaines de villes. Là, au fond, le dégagisme, il ne joue pas de manière exceptionnelle. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est finalement cette permanence d'une sensibilité modérée, d'une sensibilité moyenne que vous trouvez non seulement d'ailleurs dans les villes petites et moyennes, mais aussi dans des très grandes villes. Regardez M. Moudenc à Toulouse. Toulouse est considérée aujourd'hui comme la 3e ville de France. Vous avez un élu plutôt modéré. Et ça, regardez même Emmanuel Grégoire. C'est une gauche modérée. Donc cette sensibilité modérée-là, elle est, à mon sens, elle sort victorieuse dans ces élections. Il y a une dissociation, comme dans beaucoup d'endroits, entre la réalité municipale et les votes législatifs, par exemple. C'est vrai. Il n'y a pas toujours, justement. Donc c'est pour ça que d'une élection à l'autre, la même sociologie, les mêmes électeurs. Et ça fait quoi, ce que vous disiez sur le choix individuel et le choix circonstanciel. De la personnalité. De plus en plus. Le nomadisme aussi qu'on voit chez un certain nombre d'électeurs dans une palette qui peut aller aux européennes, on peut voter quelque chose, aux municipales, autre chose. Donc on ne passe pas d'un bout à l'autre de l'échiquier politique. Mais on dit toujours, l'offre est quand même aussi plus importante, plus large, plus fragmentée. Donc c'est vrai que la bascule, quand on est dans un bipartisme, ça représente quelque chose de fondamentalement très important. En revanche, dans un nuancier, en fonction des circonstances et des enjeux, on a des comportements électoraux qui sont beaucoup moins prévisibles. C'est pas une colle, mais est-ce que vous avez la une de Libé Non, pas encore, parce que ça va être un journal très chaud qui va être bouclé très tard. Très tard. Dès que je l'ai. En revanche, il semblerait que Carignan ait perdu à Grenoble. Mais alors ça écoutez, on va rester prudent, parce qu'effectivement, c'était l'une des villes un peu clé, un peu symbole de cette soirée, dont on attendait les résultats. Ça avait été très serré au premier tour, avec un Alain Carignan très légèrement en tête. Donc on va rester sur cette information. C'est le suspense de ce soir, en la prenant avec un petit peu de prudence. Oui. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce premier débat. Christelle Craplet qui nous a accompagnés depuis 19h30, Anne-Charlène Bézina. Et aussi au premier tour, évidemment. Anne-Charlène Bézina, Virginie Martin, Jean Garrigue, Jonathan Bouchet-Petersen. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Dans un instant, place au débat politique. Alors c'est pareil, ça va aller de la gauche vers la droite sur le plateau de Public Sénat et LCP. On va débattre de ces résultats. On va essayer de trouver peut-être des tendances qui se dégagent, même si on a surtout parlé ce soir de fragmentation. On va voir ça. Ils ont tous gagné, Jean Garrigue ? Ok, je le note. C'est une première question. Dans une minute. Mais d'abord, on fait un point complet sur les résultats à nouveau avec vous, Marc Aupomier. Oui, on part d'abord à Paris, où le socialiste Emmanuel Grégoire est élu maire, et très largement, avec 50,5% des voix. C'est une estimation face à Rachida Dati. L'ancienne ministre de la Culture ne recueille que 41% des suffrages. L'insoumise Sophia Chikirou est à 8,1%. À Lyon, maintenant, le maire écologiste sortant remporte son pari. Grégory Doucet est réélu ce soir pour un deuxième mandat avec 51,1% des voix, selon notre estimation, face à Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, à 48,9%. Autre estimation, à Marseille, la ville ne basculera pas entre les mains du RN. Benoît Payan, le maire socialiste sortant, est réélu avec 54,7% des voix devant Franck Alizio, qui recueille 40% des suffrages. À Bordeaux, maintenant, défaite des écologistes. Le maire sortant, Pierre Urmic, s'incline face au candidat Renaissance Thomas Cazenave, l'ancien ministre, qui l'emporte avec 50,8% des suffrages. À Toulouse, c'est le maire sortant Jean-Luc Moudenc qui rempile pour un troisième mandat avec 53,9% des voix. Échec en revanche pour le candidat insoumis François Piquemal à 46%.
À Pau, ça s'est joué à rien, mais le maire sortant et ancien Premier ministre François Bayrou s'incline face au candidat socialiste Jérôme Marbeau, seulement 344 voix d'écart. Au Havre, ça passe pour Édouard Philippe, réélu à 47,7%. Résultat définitif, l'ancien Premier ministre avait fait de sa réélection une condition pour se présenter à l'élection présidentielle. À Nice, l'allié de Marine Le Pen, Éric Ciotti, l'emporte largement avec 47,7% des voix face au maire sortant Christian Estrosi à 37,4%. Il a annoncé ce soir quitter la vie politique. En revanche, pour le RN, ça ne passe pas. À Toulon, le parti en avait fait un enjeu. Laure Lavalette s'incline face à la maire sortante José Massy, réélue avec 52,6% des voix d'après notre estimation. Et puis à Roubaix, enfin, victoire symbolique pour la France insoumise. David Guiraud remporte la mairie, élu avec 53,2% des voix. C'est un résultat définitif. Merci beaucoup Marco pour ce point complet des résultats. On accueille nos invités politiques. Arthur Delaporte, bonsoir. Bienvenue, vous êtes député socialiste du Calvados et porte-parole du Parti socialiste. Mélanie Vogel, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, sénatrice écologiste des Français de l'étranger. Thomas Porte, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes député LFI, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Gaëtan Dussaucé, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes porte-parole du Rassemblement national et député RN des Vosges. À vos côtés, Stéphanie Vonneuve, bonsoir. Membre du bureau politique des LR. Vous êtes vous-même maire LR de Pontoise, réélu dès le premier tour. Dimanche dernier, vous avez passé une soirée plus sereine que les autres ce soir. Et bonsoir Erwan Balanant. Bonsoir. Député Modem du Finistère. Merci d'être là également. Tiens, peut-être une première question pour vous, Erwan Balanant. On a beaucoup parlé ce soir des alliances. Des alliances à droite, des alliances au centre, de cette droite qui, quand elle est divisée, perd. Et vous en dites quoi ce soir ? Que les alliances insincères ne plaisent vraiment pas aux électeurs. C'est quoi une alliance insincère ? Une alliance où, pendant des mois, pendant le temps de la campagne, des concurrents politiques se tapent dessus, s'invectivent, sont en désaccord sur à peu près tout, d'un point de vue local comme d'un point de vue national, et qui, pour garder une mairie ou pour la gagner, tentent le pari de la pseudo-addition électorale du 1 + 1 = 2, et on sait que ça ne marche pas. Et donc ça, c'est le constat pour ce soir, mais ça veut dire aussi quelque chose pour demain. Ça veut dire que les unions qui doivent se préparer dès maintenant pour battre les extrêmes à l'élection présidentielle, ça se prépare et ça ne se fait pas en dernière minute. Donc voilà, moi, c'est le constat sur ces alliances. Arthur Delaporte, est-ce que ces alliances locales avec les Insoumis étaient insincères ? Je tiens d'abord à dire que ce soir, c'est avec un vrai soulagement qu'on regarde au Parti socialiste ces élections. Le Parti socialiste reste la première force à l'échelle municipale. On conserve la ville de Paris. C'est pas les Républicains ? C'est pas du tout les Républicains. Si vous regardez les plus grandes villes de France... Bruno Retailleau tout à l'heure. Oui, mais je crois que Bruno Retailleau, d'ailleurs, il a fait une conférence de presse au Blanc-Mesnil il y a 2 semaines, et la ville du Blanc-Mesnil a basculé à gauche. Donc, il peut se passer de leçons. Maintenant, je vous dis, les plus grandes villes de France, il n'y en avait qu'une qui était détenue par le LR de Bruno Retailleau, c'était Nîmes. Elle a basculé à gauche. Pour ce qui est de Marseille, de Montpellier, de Rouen, de Rennes, de Nantes, de Lille, de Paris, évidemment, de Marseille, toutes ces villes restent à gauche, et au Parti socialiste qui plus est. Et le Parti socialiste l'emporte même contre François Bayrou du parti de M. Balanant à Pau. On a donné ces résultats. Vous ne répondez pas à notre question sur les alliances insincères. Franchement, je vous dis ce soir... C'est dommage d'avoir cette arrogance quand on connaît l'état du pays et quand on voit le constat et le constat d'échec du Parti socialiste ce soir. C'est tout ce que j'ai à dire. Je dis juste que ce soir, ce n'est pas un constat d'échec. Si, c'est un constat d'échec, voyons. Il y a évidemment, et il faut l'entendre, de la défiance à l'égard de la classe politique, quel que soit le parti politique. Je le dis, il y a des maires sortants qui ont été battus parce qu'il y a aussi une volonté de changement. Mais je le dis, il ne faut pas non plus bouder son soulagement quand on voit que Marseille a résisté à l'extrême droite, quand on voit que Lyon résiste à un candidat, Jean-Michel Aulas, qui était présenté comme largement vainqueur dans les sondages il y a quelques semaines. Justement, il y a Grégory Doucet est à l'image, là, en train d'arriver dans son QG. C'est le soulagement, Mélanie Vogel, voir l'arbre qui cache la forêt pour les écologistes ce soir. Grégory Doucet à Lyon, cette victoire. Alors, l'arbre qui cache la forêt, il est quand même très grand cet arbre, puisque je vous rappelle qu'il y a quelques mois de cela, Jean-Michel Aulas s'était donné gagnant dans des sondages à 60% contre 40% pour Grégory Doucet, et que ce soir, c'est un score historique pour les écologistes, c'est aussi un score... Pardon ? À Lyon.
À Lyon, oui. On n'est pas du tout face au repli qu'on nous avait annoncé il y a plusieurs mois, où on entendait que nous allions perdre toutes nos villes. Nous gardons Lyon, nous gardons Grenoble, nous gardons... Vous perdez Strasbourg, vous perdez Bordeaux. Nous perdons Bordeaux à peu. À très peu, alors que pareil, c'était donné au contraire. Et moi, on va ce soir, j'imagine très bien, toutes et tous, se disputer sur des analyses nationales de ce scrutin. Moi, je pense, et parce que je suis quelqu'un qui est honnête intellectuellement, que c'est très difficile aujourd'hui de tirer des leçons nationales de ce scrutin. On l'a dit. Les politologues qui étaient là juste avant vous disaient la même chose. En tout début d'émission, mais ça pose quand même une question sur les alliances que nous on pose ou Caroline Ballamin posait. Une chose que je peux dire, c'est que sur les 3 plus grandes villes de France, où le scrutin a été très scruté et où donc il y a eu une grande politisation de ces scrutins à Paris, à Lyon et à Marseille. Nous avons vu un regain de participation dans ces villes-là. Nous avons vu un score de la gauche historique dans ces villes-là, avec 3 configurations d'alliances totalement différentes. Dans un cas, une alliance de toute la gauche. Dans un cas, à Paris, les socialistes et les écologistes d'un côté, les insoumis de l'autre. Et à Marseille, un retrait de la France insoumise et le reste de la gauche seule. Donc ce sont 3 configurations qui n'ont rien à voir et qui donnent un résultat similaire, une victoire éclatante de la gauche dans les 3 plus grandes villes de France. Donc on peut faire des leçons aux uns et aux autres sur les alliances. Moi, ce soir, je ne déduis pas de choses fondamentales sur ce sujet-là. Manuel Bompard, tout à l'heure, faisait porter au Parti socialiste et aux écologistes la responsabilité de certaines défaites. Thomas Porte, est-ce que vous le faites aussi ? Oui, je crois que dans certains territoires, dans certaines villes où il y a eu des alliances qui se sont faites à l'entre-deux tours pour que la gauche continue à gagner, je pense notamment à Limoges, je regrette que nous ayons perdu. On a vu une campagne de certains responsables politiques du Parti socialiste, y compris de Raphaël Glucksmann. Le Parti socialiste a soutenu la mais liste à Limoges. Je vous ai pas coupé parce qu'on a eu un certain nombre de responsables politiques. Glucksmann n'est pas au Parti socialiste. Je peux prendre les prises de parole de Jérôme Guedj, par exemple, au Parti socialiste, qui a dit que cette alliance était une honte Jérôme pour la Guedj gauche. n'est pas le Parti socialiste. socialiste. Mais moi, je vous ai pas coupé. Non, mais c'est un peu facile de dire que ce Parti socialiste ne soutenait pas Limoges alors que c'est une des villes où on a fusionné. Mais vous avez des responsables politiques qui sont venus mettre à mal cette union. On va pas dire ce que dit Chikiro sur Grégoire à Paris parce que c'est... Non, ça va être sympa quand tout le monde va se retrouver à partir de demain à l'Assemblée nationale pour la reprise de la session parlementaire. Il y a un certain nombre d'endroits où effectivement il y a aussi une vague de dégagisme, c'est-à-dire qu'il y a une usure de gens qui ne voulaient plus de maire, de sincérité tout à l'heure, qui étaient au pouvoir depuis des années. Mais moi, ce que je veux dire, c'est quand même aussi une soirée électorale qui est extrêmement importante pour la France insoumise, qui réalise une percée. On prend Vénissieux, Creil, Vaux-en-Velin, La Courneuve. David Guiraud, évidemment, qui est élu à Roubaix, malgré des semaines et des mois de calomnie. On va rentrer dans plus de 400 conseils municipaux et on fait des scores absolument importants dans de très grandes villes. Donc c'est aussi un moment de clarification politique pour dire qu'il y a une force politique qui a un programme de rupture et de clarté, qui s'est présenté aux élections municipales avec ce programme-là, qui dans l'entre-deux tours, quand il y avait des risques de droite et d'extrême droite, a pris ses responsabilités. Vous l'avez dit à Marseille, on va ont fait le choix de retirer Sébastien Delogu. On va continuer de parler des alliances à gauche et notamment des termes qui ont été employés notamment par des dirigeants LR ou des dirigeants du Rassemblement national, parlant d'accord de la honte, et on pourra vous entendre les uns les autres là-dessus, mais peut-être un bilan, Gaëtan Dussoseil, de la soirée pour le Rassemblement national. Il y a la défaite à Toulon, il y a beaucoup de victoires dans des villes petites ou moyennes. Oui, en effet, c'est une véritable vague nationale pour le coup du côté du Rassemblement national, où dans un certain nombre de communes, préfectures, sous-préfectures, de petites villes ou petites ou moyennes, en effet, nous gagnons, nous les remportons aujourd'hui, nous faisons élire des dizaines et des dizaines de maires aux 4 coins du territoire. Je pense en particulier à ma région en Lorraine, à Amnéville, à Saint-Avold, à Nomexy déjà la semaine dernière dans mon département des Vosges. En fait, en réalité, il y a pour le Rassemblement national un pari gagnant qui est celui de l'ancrage local et de l'implantation locale. Vous saviez que c'était une des ambitions qui avait été portée par Marine Le Pen. Bien sûr, parce que ce travail n'avait pas été fait depuis 50 ans comme d'autres partis politiques, le Parti socialiste, les Républicains l'ont fait depuis très longtemps. Et en fait, nous arrivons à s'ancrer définitivement, durablement dans des municipalités, dans des territoires entiers pour pouvoir représenter et véritablement faire changer les choses. Là, aujourd'hui, ce soir, à l'issue de ce scrutin, s'il y avait un enseignement,
sais que tout le monde essaye de tirer évidemment un peu son enseignement de ce scrutin-là, mais s'il y a quand même une leçon à retenir, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, à l'issue de ce scrutin, eh bien, a un nombre record d'élus tel qu'il n'en a jamais connu dans toute l'histoire de sa vie politique. Donc c'est évidemment une très grande victoire et une grande satisfaction. Je tiens par la même occasion d'ailleurs à saluer l'intégralité non seulement des élus, mais aussi de toutes les équipes militantes qui ont contribué à ces très nombreuses victoires pour le Rassemblement national. Et quelle leçon vous tirez de la défaite de Laure Lavalette à Toulon? Parce que c'est vrai que le RN a beaucoup parlé et a beaucoup misé sur la victoire de Laure Lavalette à Toulon. Finalement, c'est José Massy, la maire sortante, qui est réélue. Quels enseignements vous tirez de cette défaite, vous qui aviez tant misé sur Toulon? On va peut-être devoir vous interrompre. Grégory Doucet prend la parole dans quelques secondes à Lyon. Je vous préviens, simplement. Il n'y a pas de problème. Non, ça faisait partie en effet, mais c'est une ambition qui n'est que reportée. Vous savez qu'à Toulon, sauf erreur de ma part, à quelconque scrutin, y compris des scrutins avec des dimensions beaucoup plus nationales comme la présidentielle et autres, nous n'avions jamais réussi encore à dépasser les 50% plus une voix dans cette ville du Var, dans cette préfecture du Var. Mais néanmoins, aujourd'hui, d'être capable seul contre tous, parce qu'il faut rappeler qu'en effet, nous étions dans un duel parce que tous les autres se sont ralliés finalement à l'opposante de Laure Lavalette, à l'opposante du Rassemblement national. Et seul contre tous, parvenir à faire ce score, qui est un score historique en ce qui concerne notre mouvement, eh bien ça annonce de très belles choses pour l'avenir. C'est du travail qui prend du temps. Doucet à Lyon, pardon, en direct. Aujourd'hui, une nouvelle page de l'histoire de notre ville s'est écrite. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont choisi, par leur vote, de maintenir une trajectoire responsable et républicaine, généreuse et universelle pour notre territoire et ses habitants. Avant toute chose, je veux dire du fond du cœur, je voudrais adresser du fond du cœur mes remerciements les plus sincères à toutes celles et tous ceux qui ont permis cet exercice démocratique inédit dans près de 1000 bureaux de vote. Sans eux, sans les agents publics, sans les agents publics de la ville de Lyon et même de la préfecture, notre droit fondamental à choisir nos représentants serait menacé. Je veux également vous remercier, mes chers amis réunis ce soir. Vous vous êtes mobilisés nuit et jour depuis des semaines, sans compter vos heures. Vous qui nous avez transmis une énergie lumineuse, par vos sourires, par votre présence, dans l'adversité quand les sondages et les prévisions nous donnaient totalement perdants. Vous avez été dans les rues, sur toutes les places, sur tous les marchés de notre ville. Vous êtes allés à la rencontre des Lyonnaises et des Lyonnais. Et j'en profite pour les remercier pour leur accueil, pour nous avoir ouvert leurs portes et leur quotidien. Merci à vous. Merci à celles et ceux qui nous ont accueillis chez eux pour des réunions d'appartement, toujours pour des débats respectueux, apaisés, parce que nous avions en commun l'amour de notre ville. Alors merci à vous, vous avez été juste flamboyants pendant toute cette campagne. Voilà pour les premiers mots de Grégory Doucet, le maire de Lyon, réélu ce soir devant Jean-Michel Aulas, et assez largement finalement. Stéphanie Veneuve, je rappelle que vous êtes membre du bureau politique des LR. On a entendu en milieu de soirée Bruno Retailleau dire que les LR sont ce soir la première force politique en France et que la bataille était gagnée. Bon, les socialistes disent la même chose ce soir, mais quelle première leçon vous tirez ce soir ? Bruno Retailleau n'a pas hésité à parler de 2027. Est-ce que vous dites que ces élections municipales auront été un marqueur pour les Républicains ? Moi, je tire deux enseignements. Oui. Le premier, c'est l'abstention. Et le deuxième, c'est le rejet massif par les électeurs de la politique aérie. Et c'est pour ça que quand j'entends sur tous les plateaux, celui-ci comme les autres, que finalement tout le monde a gagné, moi je considère qu'il y a un perdant. Mais vraiment, c'est la politique en réalité. Parce que moi, dans ma ville de Pontoise, pendant les quelques mois et quelques semaines de campagne, qu'est-ce qu'ils nous disaient les gens ? Ils nous disaient ne politisez pas, ne nous parlez pas de politique, on n'en peut plus de la politique.
Et malheureusement, on voit encore ce soir dans les analyses diverses et variées, alors vous me direz c'est le jeu, hein, de tout ramener systématiquement finalement à la course des petits chevaux qui aura lieu dans 385 jours. C'est ce qu'a fait le président de votre parti ce soir, Bruno Retailleau. C'est pas parce qu'il l'a fait que je trouve que c'est bien. Je considère justement que... Ça a le mérite de la sincérité. Oui. Très bien. Moi, je suis d'abord maire avant d'être LR et je considère aujourd'hui qu'il y a une vraie rupture et c'est ce que nous ont dit aussi les électeurs à l'occasion des élections municipales. Si on prend le temps de regarder, vous avez d'abord sur le premier tour énormément de sortants qui ont été réélus et très largement réélus. Et très largement. Ça envoie juste un message de stabilité. C'est à la limite, le chien aboie, la caravane passe, on continue d'avancer. Et sur ce deuxième tour, on voit bien que, alors même que dans un deuxième tour, il y a souvent une remobilisation, surtout qu'on était sur des élections avec enjeu, ça ne s'est pas produit. Et ensuite, chaque parti politique va aller regarder la ville qui va lui sauver sa réputation. On est sur une participation historiquement basse pour un second tour. On pensait qu'il y aurait un sursaut après le Covid. On pensait qu'il y aurait un sursaut en raison des enjeux de ce second tour. Tout le monde voyait une participation au-dessus de 60%. Oui, non, c'est pour 57. dire que ça donc montre bien. C'est quoi? C'est un dégoût? C'est un désintérêt? Ah non, je pense qu'on va presque au mieux au désintérêt. C'est ça, en fait, le défi au mieux pour 2027. au désintérêt, au pire le dégoût. Et on avait dit jusqu'à présent que les élections locales, et notamment les élections municipales, puisque le maire était ou est encore l'élu dit préféré des Français, parce que justement, c'est l'élection qu'on considère comme la moins politique, puisque c'est l'élection du quotidien. On dit qu'un trottoir, il n'est pas de gauche, il n'est pas de droite. On gère vraiment et on essaye de trouver les solutions du quotidien. Et je vais aller plus loin. C'est que le rôle fondamental du maire, c'est précisément de ne pas opposer les gens les uns aux autres, comme s'obstine à le faire la politique nationale. Je vous interromps, Bordeaux, et de réunir. pardon. Désolé, c'est toujours très désagréable. Thomas Cazenave, le nouveau maire de Bordeaux. Voilà, pas le maire d'un parti, d'un clan et que je vais m'employer à rassembler. Je l'ai fait pendant cette campagne et je continuerai demain à le faire comme maire. Je pense que la ville a besoin de ça et à travers le projet que je défends, à travers les mesures que je prendrai, je tâcherai toujours de les rassembler. Voilà, l'unité, on en a besoin. Thomas Cazenave. De justesse, élu de justesse à Bordeaux, c'est l'un des résultats qui nous est parvenu le plus tard. Pardon de faire quand même de la politique, Stéphanie Veneuve. La main tendue de Jordan Bardella au droit de Sincère, vous ne l'avez pas saisie, sauf dans quelques non, rares et puis villes. on voit bien que LR avait bien raison. On a un excellent professeur, j'allais dire, en la matière, qui est justement le Parti socialiste. On a vu ce que ça donnait. Finalement, en évitant de faire ce que vous faites, ça va peut-être nous éviter de faire les mêmes erreurs. On voit bien quand on se dissout et quand on fait des alliances avec les extrêmes, on se dissout et on finit par disparaître. Donc jusqu'à présent, ça veut dire que jusqu'à présent, et ça on peut s'en féliciter, c'est que les Républicains ne sont pas tombés dans ce piège-là, et je pense qu'on sort plutôt pas avec mal. Éric Ciotti, c'est sûr qu'il y a pas de... Juste, je voudrais un petit peu minorer ce point de la participation, là. Parce qu'on est certes sur un second tour, généralement il y a un rebond, mais la mécanique électorale des élections municipales fait que les seconds tours sont essentiellement dans les grandes villes, beaucoup. Et dans les grandes villes, c'est surtout, j'ai l'impression que dans les grandes villes qu'il y a une démobilisation de la politique. Et qui c'est justement plus, des électeurs, et c'est justement plus politisé. Et ça va dans le sens de ce que vous dites, de plus de ras-le-bol du fait politique. Alors que chez moi, les communes où il y avait de l'enjeu ce soir, il y a eu beaucoup d'électeurs. Les petites communes, les petites villes. Et on l'avait vu au premier tour, dès qu'il y avait de l'enjeu, dès qu'il y avait des listes, qu'il y avait des projets clivants, de la bataille électorale, de la politique au sens citoyen et au sens traditionnel, et ben ça se mobilisait. Donc moi je ne suis pas... À chaque fois, à chaque soirée électorale, on entend... J'ai l'impression que depuis que je suis gamin, j'entends et ce soir, le grand vainqueur, c'est la participation et c'est l'abstention. Je crois qu'il y a de l'abstention quand il y a moins d'enjeux. Dès qu'il y a des enjeux très forts, il y a de la participation, sauf dans les villes et dans les tissus urbains. Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser peut-être. Déclaration de François Hollande il y a quelques minutes qui dénonce, je le cite, l'impasse dans laquelle la direction du PS a mené le parti en défendant l'union pour l'union. Il a raison. Votre réaction, Arthur Delaporte. Oui, non, mais moi je salue François Hollande, un collègue avec lequel j'ai le plaisir de partager des temps en hémicycle. Mais au-delà de ça... L'union pour l'union. Au-delà de ça, je rappellerai quand même qu'à Tulle,
Ah non, mais ça s'appelle une critique très forte quand même. François Hollande a encouragé la fusion avec la France Insoumise. Ça n'a pas marché, mais il l'a quand même cautionné. Son meilleur ami, François Cuyandre, à Brest, qui est allé soutenir, a fusionné avec LFI. On a vu le résultat, une catastrophe. À Limoges, il y a une défaite certes, mais François Hollande voulait le retrait et ça n'a pas été le cas. Mais vous voyez, à Nantes, si Johanna Rolland est réélue, c'est grâce à une liste d'union. Si on garde Lyon, on l'a vu de peu, mais c'est grâce à cette union aussi. Et donc François Hollande, qui a été premier secrétaire, François Hollande qui a été premier secrétaire du Parti socialiste. Oui, mais par exemple, François Hollande, pour chaque exemple que vous donnez, il y a systématiquement un contre-exemple. Bien sûr, mais en fait, par exemple, pardonnez-moi, par exemple Marseille. Je ne sais pas si vous voulez bien écouter Benoît Payan qui vient de prendre la parole. On va le réécouter. Benoît Payan, lui, il a décidé d'y aller sans Sébastien Delogu, qui s'est décidé, il n'a pas voulu. Qui s'est retiré. Et je pourrais vous dire qu'on peut gagner. Il lui a pas laissé le choix, quelque part. Si Sébastien Delogu s'était maintenu, il y avait, parce qu'il y avait LFI qui se maintenait, un risque de bascule au Rassemblement national. Bon, et d'ailleurs, si Sofia Chikirou, si beaucoup d'électeurs ont lâché Sofia Chikirou, c'est parce qu'ils avaient peur que Rachida Dati gagne la ville. Donc vous voyez bien que la division de la gauche, pour moi, elle est mortifère, je vous le dis. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas, et je n'ai jamais cru. Vous avez vu le premier invectif dans cette plateau, c'était entre vous et Thomas Delaporte. Et Thomas Porte, Arthur Delaporte. Excusez-moi. Mais je ne crois pas aux gauches irréconciliables. Je ne crois pas que c'est ça qui permette derrière la victoire, à la différence de certains. Mais quand l'invective domine la pré-campagne et qu'entre les deux tours on se rabiboche, c'est compliqué à comprendre pour certains de vos électeurs. Toute la campagne d'entre deux tours en disant « je refuse absolument les fusions ». Il avait une liste, dans une ville assez importante, Saint-Brieuc, le seul maire d'une ville de plus de 50 000 habitants sortant. Il a perdu, pourquoi ? À 4-5 points. Qu'a fait le candidat LFI ? 7 points. Donc vous voyez bien que la division de la gauche, si LFI se maintient, c'est perdant. Ce que je constate aussi, c'est que Benoît Payan. Vous voulez bien qu'on l'écoute ? Maintenant, on décide. Benoît Payan. Allez. Mais non, si, je te dis là. Je veux dire aux Marseillaises et aux Marseillais que je suis fier d'eux. Je veux leur dire que ce soir, ils nous honorent et qu'ils m'honorent. Ce chemin qu'ils nous ont indiqué ce soir, le chemin du rassemblement et de l'union, le chemin de la concorde, être capable de dire ses sentiments, être capable de parler d'autre chose que de violence et de brutalité. Arthur Delaporte, vous devez nous quitter dans quelques minutes, donc je vous redonne la parole une dernière fois. Les propos de François Hollande, ils s'expliquent comment alors ? Par la guerre interne pour le leadership en prévision de la présidentielle ? Alors, François Hollande, il a sa stratégie, je ne vais pas la commenter, mais de ce que dit Benoît Payan, moi je retiens une chose, c'est que ce n'est pas avec l'outrance qu'on emportera. Et d'ailleurs, je crois que ça a été sanctionné. La violence et la brutalité de M. Delogu n'a pas permis à M. Delogu d'être devant Benoît Payan. Je le dis. Il a passé son temps à dire « mon but, c'est d'empêcher Payan de gagner ». Bon, à la fin des fins, il s'est retiré quand même face au Rassemblement national. Mais moi, je crois que Benoît Payan, justement, a montré qu'il était un bon maire de Marseille, un grand maire de Marseille, et je me réjouis de sa victoire, comme je me réjouis de celle de tous les socialistes dans les plus grandes villes de France. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant mai 2027, il faudra quand même clarifier un certain nombre de choses vous savez, elle est claire. Du Parti socialiste ? Quand François Hollande cherche à la brouiller par ses déclarations, il oublie de dire qu'il n'y a pas eu d'accord national avec la France insoumise, qu'on n'a pas fait comme avec les écologistes, par exemple, un partenariat serré dans la plupart des grandes villes de France qui nous a permis de l'emporter à Amiens, qui nous a permis de l'emporter à Saint-Étienne, à chaque fois sans la France insoumise, ce qui a permis de conserver Lyon aussi, parce qu'on était ensemble avec les écologistes dès le premier tour. Il y a eu des accords de second tour et on n'a jamais dit que c'était impossible. C'est pour ça que je vous parle de clarification, parce que pour les électeurs, c'est quand même, tout ça n'est quand même pas très lisible. Vous savez, les électeurs, ce soir, ils retiennent avec soulagement que Rachida Dati n'est pas maire de Paris, que le RN n'a pas emporté Marseille. Les électeurs, ils nous disent merci. Merci d'avoir empêché ces villes, ces grandes villes de France, de basculer dans le pire du populisme et de l'extrême droite. Donc voilà, moi je retiens ça et je suis heureux ce soir de vous dire que oui, l'union de la gauche, elle peut l'emporter. Et oui, il y a un avenir pour l'union de la gauche, mais pas à celles et ceux qui cherchent à la fracturer. Gaëtan Dussosailles. Non, mais en réalité, vous êtes très très mal à l'aise parce que vous avez passé littéralement les 15 derniers jours à dire tout et l'inverse de tout durant toute la campagne. C'est-à-dire que ça fait des semaines et des mois que les Français souffrent avec nous de vous entendre, nous faire toutes les 36 000 promesses. On ne peut plus fréquenter la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon est un et je maintiens ce que j'ai dit. Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité. Et puis le soir du premier tour,
le soir du premier tour, vous vous précipitez à plat ventre devant la France Insoumise et vous donnez le leadership finalement du desiderata de Ils ont fait décider 12%. qui va advenir de la gauche française à Jean-Luc Mélenchon. C'est vous-même qui lui offrez tout sur un plateau d'or. Qu'est-ce que vous racontez là? Il y a un moment Vous donné, parlez de si leadership, vous voulez, ils ont remporté 3 grandes villes. Monsieur Delaporte. Enfin, ça va. Il y a un moment donné, quand on entend, et d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, hein, quand on voit la contradiction d'un ancien président de la République, François Hollande, qui du matin jusqu'au soir nous bassine à nous dire qu'il ne peut pas y avoir d'alliance avec la France Insoumise, mais que dès que les places des socialistes sont menacées, eh bien là, ils vont pactiser avec. Désolé, mais c'est de la politique aérienne, comme ça a très bien été dit, et cela provoque en effet un rejet de la politique de manière générale de tout le monde. Mais je vais vous dire, vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à avoir fait tomber les masques, hein. C'est la même chose du côté des Républicains. Attendez, vous voulez qu'on parle du Rassemblement national? Quand on leur dit, attendez, on peut travailler ensemble pour éviter qu'une ville comme Nîmes tombe dans les mains d'un maire communiste, et que là, ils se disent « Ah non, surtout pas, on veut pas ». Et que dès qu'il y a des élus de droite indépendants qui ont le courage de venir travailler avec nous pour éviter qu'une ville reste à gauche ou tombe à gauche, eh bien, la première décision que prend messieurs Retailleau évoqué, c'est de les exclure des Républicains. Donc au moins, on voit qui défend véritablement l'intérêt collectif, qui défend l'intérêt des Français. Pourquoi vous employez l'expression « accord de la honte » pour désigner ce qui s'est passé entre les deux? Si vous voulez, il y a un moment donné, on ne peut pas dire de quelqu'un que ce sont des afro-extrémistes, que ce sont des antisémites, que ce sont des gens qui représentent un danger pour les valeurs de la République. Et à partir du moment où il y a des intérêts électoraux et des intérêts de place à sauver, eh bien, renier tout ça et passer des accords avec. Ça, je suis désolé, mais c'est ce qu'on appelle un accord de la honte. Alors, ils l'ont fait à ces élections municipales, ils l'ont fait hier, y compris avec des LR et des macronistes pour empêcher le Rassemblement national d'obtenir la victoire à l'Assemblée nationale, et je vous l'annonce, ils le referont évidemment demain à la présidentielle. La seule chose dont je suis persuadé, c'est que ce fameux, soi-disant, front républicain, front des copains, s'effrite petit à petit, progressivement, et que cela n'empêchera pas les victoires comme on en a vu encore ce soir. Thomas Porte, on vous a peu entendu. Réponse sur ces accords de la honte. D'abord, je constate que à peu près tous les partis politiques ce soir parlent de la France insoumise, ce qui veut dire que nous sommes au centre du jeu. Mais je ne crois pas qu'il y a d'accord de la honte, parce que moi, je le dis et je l'ai toujours dit ici, quand il faudra avoir un accord électoral pour battre l'extrême droite et empêcher que des candidats racistes arrivent dans des mairies, nous le ferons à chaque fois. Parce que moi, je ne mettrai jamais un trait d'égalité entre un candidat du Parti socialiste et un candidat du Rassemblement national. Absolument jamais. Et jamais je ne ferai de pied d'égalité entre les composantes de la gauche et l'extrême droite. Ouf. Ce que je constate, mais je n'ai jamais dit autre chose, vous pouvez reprendre mes déclarations. Ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi montré que la France insoumise, parce qu'il y a eu des alliances à Nantes, à Lyon, à Tours, ça a permis à la gauche de gagner. Je pense que Benoît Payen, il doit avoir aussi un peu le triomphe modeste, parce que oui, Sébastien Delogu a fait un score qui était peut-être en deçà de ce que nous espérions au premier tour, mais nous avons pris la responsabilité de le retirer face au danger de l'extrême droite. Mais je le redis encore une fois ce soir, il y a des dizaines et des milliers d'électeurs qui ont voté pour un programme et un projet de rupture. Et oui, il y a une vague de dégagisme, et la prochaine échéance dans ce pays, c'est l'élection présidentielle. Et nous disons qu'avec notre programme, avec notre mouvement, nous sommes prêts à prendre le pouvoir, nous sommes prêts à gouverner, et nous allons revenir présenter une offre avec le nouveau Front populaire, avec l'Union populaire, pour dire que nous pouvons gagner l'élection présidentielle. Alors, nous pouvons confirmer ce qui s'est passé aujourd'hui aux élections municipales. Il faut aussi le dire, parce que vous parlez de petites villes. Vous allez avoir encore la parole. Quand on prend Saint-Denis au premier tour, c'est une véritable réussite. Quand David Guiraud prend Roubaix, après avoir été sali pendant des mois à longueur de journée par des médias, c'est une victoire. Et il nous reste une demi-heure de débat, vous aurez de nouveau la parole. Je remercie Arthur Delaporte. C'était prévu, vous deviez partir à 23h. Il est 23h, on vous libère. Ne vous chasse pas, c'est vous qui partez. À bientôt sur ce plateau, et on rejoint Marco Pommier pour un point complet de résultats. On commence par les villes écolo. Oui, et notamment avec cette question, est-ce que la vague verte s'est confirmée dans les villes écologistes remportées en 2020 ? Eh bien, partons d'abord à Bordeaux, où le maire sortant écologiste Pierre Urmic s'incline face au candidat Renaissance Thomas Cazenave, qui l'emporte avec 51% des suffrages, résultat définitif. À Besançon, c'est aussi un résultat définitif. La maire sortante Anne Vigneault est battue. Ludovic Fagot des Républicains est élu maire avec 53,3% des suffrages. Autre résultat à Poitiers, la maire sortante Léonore Monconduit arrive deuxième, loin derrière Anthony Brottier. Le candidat LR remporte la mairie avec 47% des voix. À Annecy maintenant, la liste des écologistes obtient 35% des suffrages, largement battu par Antoine Armand. L'ancien ministre Renaissance est élu à 49,4% des voix. À Strasbourg, selon notre estimation, c'est l'ancienne maire et socialiste Catherine Trautmann qui
qui récupère la ville avec 37,5% des voix devant la maire sortante écologiste Jeanne Barséguian, donnée à 31,7%. En revanche, pour les écologistes, ça passe à Grenoble. Selon des résultats partiels, Laurence Ruffin succède au maire sortant Éric Piolle avec 55% des voix. Ça passe aussi à Lyon, selon notre estimation. Grégory Doucet est réélu pour un deuxième mandat avec 51,1% face à Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, à 48,9%. Et puis à Tours, selon des résultats partiels aussi, le maire sortant écologiste Emmanuel Le Denis est en tête avec 47% des voix face à Christophe Boucher, le candidat d'hiver droite, qui obtient 43% des voix. Merci Marco. Mélanie Vogel, vous y êtes sénatrice écologiste. C'est quand même une soirée qui est difficile quand on perd Besançon, Poitiers, Bordeaux, Annecy, Strasbourg. Beaucoup prédisaient avant les élections municipales un ressac massif après la vague verte de 2020. Ce soir, comment vous analysez ces défaites? Alors oui, il y a Grenoble, on vient d'en parler, mais il y a aussi des grandes villes comme Strasbourg, comme Bordeaux, qui étaient devenues des symboles de cette conquête écologiste. Je ne veux pas vous dire que c'est une satisfaction de perdre des villes. Bien sûr que pour ces villes-là, c'est un échec, pas toujours le même, car il y a des villes que nous avions gagnées à la droite dans des configurations assez compliquées. C'est le cas d'Annecy, par exemple. La sociologie également de Bordeaux, on le sait, n'est pas de manière éclatante favorable à la gauche. Est-ce que l'action des maires de gauche, pardon de nous interrompre, a été caricaturée notamment par l'extrême droite et la droite LR? Ce qui est clair, et c'est, pour vous le dire avec beaucoup d'honnêteté, quelque chose sur lequel évidemment nous allons devoir nous employer à travailler, c'est que ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion qui ont été faites ces dernières années, c'est que dans les villes écologistes, les électeurs et électrices étaient satisfaits des politiques publiques menées par les maires écologistes. Et pourtant, le fait qu'il y ait eu au niveau national une telle violence contre nos maires, des caricatures aberrantes. On a vu en 2020, quand ils ont été élus, des ministres commenter chaque phrase qu'allait dire Jeanne Barséguian, Grégory Doucet. Eh bien, effectivement, ça a eu un impact. Mais quand on regarde, et c'est pour moi, malgré tout, même si c'est difficile d'avoir perdu des villes, nous en avons aussi gagné. Nous avons gagné Bagnolet, nous avons gagné Villepinte. Donc, ce n'est pas le ressac qui était prévu. Mais ce qui me paraît important, pour l'avenir, c'est de constater que sur les politiques publiques, la végétalisation, le développement de la mobilité douce, le bio à la cantine, etc., les politiques de logement menées par nos maires écolos, les citoyennes et les citoyens de ces villes étaient convaincus par nos politiques publiques. Alors, quand vous êtes convaincus par ce que font les maires, mais que vous ne votez pas pour eux, il y a bien quelque chose qui s'est passé dont nous devons travailler dessus, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas du tout un rejet de l'écologie politique en termes de politique publique, et ça, pour moi, c'est central. Stéphanie Bonnet, Bruno Retailleau, dans sa déclaration ce soir, a ciblé de nouveau les maires écologistes. Puis alors, je vais prendre l'exemple de Lyon, même si Jean-Michel Aulas n'est pas candidat LR, il était soutenu par LR. Il voulait creuser de nouveau un tunnel sous Fourvière, le retour de la bagnole comme ligne directrice de sa campagne. Est-ce que c'est pas un peu rétrograde? Finalement. Non, mais c'est pour ça, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis pas du tout en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Ouais, moi non plus. Mais pas du tout, puisque effectivement, dans une immense majorité des villes, l'écologie, le climat mais c'est plus des politiques politiciennes, c'est des politiques publiques. Et je reviens sur ce que je disais, et c'est probablement ce qu'ont payé les écologistes, c'est qu'ils ont été sanctionnés sur d'autres aspects de la politique, là où on ne les attendait pas, et donc sur la sécurité, par exemple. Mais s'agissant effectivement de la végétalisation des mobilités et autres, oui, clairement, vous avez aujourd'hui 80% des villes qui sont au diapason, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que les villes qui s'inscrivent en contre, et vraiment
en opposition avec ces tendances lourdes, mais qui s'imposent à nous tous. Hein. Quand moi, dans ma ville, sur une place qui est assez minérale, on a relevé 52 degrés au sol en juin dernier. Bon, je veux dire, ça s'impose à nous. C'est même pas une question de politique, d'idées, d'idéologie, de quoi que ce soit. Et donc, je pense que ça, c'est rentré complètement là-dedans. En revanche, donc, si vous y opposez frontalement, là, vous pouvez être considéré comme rétrograde et vous pouvez perdre de ce point de vue. Erwan Balan. Oui, en fait, les idées, non pas écologistes, mais les idées sur le développement durable, sur les transformations de notre monde, de la planète et des dérèglements climatiques, aujourd'hui, elles sont acquises, je pense, sur à peu près tous les partis politiques, peut-être avec quelques exceptions sur mon extrême droite. Enfin, c'est pas mon extrême droite, c'est l'extrême droite. Enfin, vous êtes très rétrograde là-dessus. C'est pas tellement les votes qu'on voit. Il n'y a pas un peu de climato-scepticisme au Rassemblement national? Absolument pas. On a eu le nouveau maire de Carcassonne a eu des propos climato-sceptiques. C'est déjà expliqué 36 000 fois là-dessus. Enfin, climato-sceptique. Il y a une différence. On reprend les comptes rendus de l'Assemblée. Attendez, il y a quand même une différence entre se voir accusé de climato-scepticisme et de l'autre côté de critiquer, comme nous le faisons, des politiques publiques que l'on estime punitives, confiscatoires et fiscalistes. Mais c'est deux choses complètement différentes. On n'est pas obligé de tomber dans la caricature et d'accorder les brevets ou non de respectabilité à l'un ou l'autre. Il arrive assez fréquemment qu'un certain nombre de vos députés, je pourrais dire... je vais assez vite trouver... Mais parce que c'est sympa de donner quelque chose, mais... Alors, je vais retrouver assez vite des exemples. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais merci. Pour conclure sur la question du fait de la politique publique autour de l'environnement, il y a des choses qui ont profondément changé. Et je pense que d'ailleurs, et ça on peut le dire, on le doit en partie grâce à des écolos qui pendant longtemps ont pu reporter ce combat. Et donc voilà. Bon, ok, on a compris. Gaëtan, il n'y a pas un élu dans une ville qui ne veut pas faire la mobilité douce aujourd'hui. C'est quoi l'écologie punitive ? L'écologie punitive, c'est quand, par exemple, il y a des politiques publiques qui visent à exclure les automobiles des centres-villes. Les ZFE. Les ZFE notamment, les zones à faible émission. C'est quand on dit que demain, il faut faire de l'éclairage alternant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 100 ans, on a réussi dans un certain nombre de grandes métropoles à faire reculer l'insécurité de façon considérable parce qu'on a découvert que quand on éclaire une rue, eh bien justement, on se sent plus en sécurité. Les voyous peuvent être attrapés et autres. C'était, il me semble, dans la campagne de Thomas Cazenave à Bordeaux, de rallumer la lumière la nuit. Bien sûr, et on se retrouve 100 ans après à finalement avoir oublié toutes les leçons qu'on a eues pendant un siècle avec de la modernité. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, indépendamment de l'écologie, moi j'entends ce que vous disiez tout à l'heure en disant oui, il y a une adhésion pour la politique qui a été menée par les écologistes, il ne reste pas moins que les maires écologistes, pour une partie d'entre eux, pas tous en effet, ont été remerciés par les électeurs. Allez, ce qui marque une sacrée différence avec les maires et ensuite on refait un petit tour Paris. Le premier tour à plus de 60% pour la plupart. Paris, Lyon, Marseille rapidement, mais je veux évidemment vous entendre répondre à ces critiques sur, peut-être tiens par exemple sur l'éclairage public. C'est vrai qu'il y a notamment dans certaines villes plutôt des femmes qui ont fait remonter un sentiment d'insécurité à cause du fait que l'éclairage soit coupé ou baissé une partie de la nuit. Oui, et on peut faire intelligemment des politiques publiques pour éclairer là où c'est nécessaire la nuit et sur des parcours spécifiques et être intelligent sur la consommation d'énergie. Moi, l'écologie punitive, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je sais, c'est que ce qui est punitif, c'est l'absence de politique publique écologiste, ça c'est clair. Et c'est les classes populaires et les plus défavorisées qui s'en prennent plein la figure en premier, parce que c'est elles qui souffrent en premier du dérèglement climatique. Et en tout cas, leur interdire l'accès aux grandes villes, aux médecins, aux soins, à l'éducation, ce qu'aucun écologiste n'a jamais demandé, ce qu'aucun écologiste n'a jamais ni fait ni demandé. En tout cas, pour moi, une des leçons, notamment sur la campagne de Lyon, c'est que le fait de vouloir, et de Paris, c'est que d'avoir comme projet politique de vouloir détruire ce qu'ont fait les écologistes et de vouloir revenir à des villes où il y a plus de voitures, où il y a plus de pollution, etc., c'est pas ce que veulent les électrices et les électeurs. Et moi, je suis convaincue que les maires qui ont gagné contre des écologistes dans les villes ne pourront pas défaire le bilan des écologistes et seront obligés, d'une certaine manière, Thomas Cazenave remettra un vrai sapin à Noël. Dans le chemin. Oui, mais voyez... Ça, c'était la caricature des premières semaines, effectivement. C'était pour le clin d'œil. Oui. Paris-Lyon-Marseille, on va faire un détour avec nos envoyés spéciaux. À Paris, c'est Thibaut Hénoch qui a passé une partie de la soirée sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Thibaut.
Oui, avec des résultats quasi définitifs. Ici, sur 99% des bulletins dépouillés, la victoire d'Emmanuel Grégoire à 50,7% se confirme très largement devant Rachida Dati, 41,3%, 8% pour Sophia Chikirou, la candidate LFI, un total de gauche à près de 60%. Une soirée historique pour la gauche, malgré ses divisions. Et devant l'hôtel de ville, effectivement, ce sont les socialistes, les écologistes et le Parti communiste qui ont fêté cette passation de pouvoir entre Anne Hidalgo, venue donner les clés de la mairie de Paris, à Emmanuel Grégoire, qui va prendre sa succession. Et dans l'analyse de ce vote, eh bien, on note que la capitale s'est très nettement divisée entre l'Ouest, largement acquis à Rachida Dati, et l'Est, qui a voté très massivement pour Emmanuel Grégoire, avec des scores au-delà de 60-65% dans les 10e, 11e, 18e et 20e arrondissements, les arrondissements les plus populaires de la capitale. On file à Lyon, c'est ça? Pardon, parce que j'ai entendu plein d'infos contradictoires depuis la régie. Donc je crois qu'on rejoint Stéphanie Despierres à Lyon avec une information de toute dernière minute qui concerne Jean-Michel Aulas. Stéphanie. Oui, Jean-Michel Aulas apparemment a décidé de déposer un recours parce que l'écart est très serré ici à Lyon. Grégory Doucet, le maire sortant, a déjoué tous les pronostics. Il a gagné à 51,1% des voix contre 48,9% des voix à Jean-Michel Aulas. L'ex-patron de l'Olympique Lyonnais donc pas réussi à récupérer la ville qui est détenue par les écologistes depuis 2020. Grégory Doucet s'est offert un long bain de foule au milieu de ses militants, au milieu de ses colistiers ici dans ce bar qui lui sert de QG pour sa soirée électorale. Il a remercié, il a dit aux Lyonnais j'ai compté sur vous, vous pourrez compter sur moi. Il a affirmé qu'il voulait être un maire à hauteur d'habitants. Le succès en revanche de Grégory Doucet à la ville de Lyon est un peu atténué par la défaite des écologistes à la métropole. Ici, vous le savez, il y a ces deux collectivités. Bruno Bernard détenait, l'écologiste aussi la métropole de Lyon. Et bien ce soir, la métropole a basculé à droite dans l'escarcelle donc des listes de Jean-Michel Aulas. Seule la ville de Lyon reste pour les écologistes. Merci Stéphanie Despierres depuis Lyon. 1500 voix d'écart environ entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas, et donc l'ancien président de l'Olympique de Lyonnais qui se lance dans une procédure judiciaire. A priori, on verra bien ce qu'il en ressort. On a un troisième duplex à Marseille. Faire, à Marseille, bien sûr, avec Alexandre Poussard et la réélection de Benoît Payan. Alexandre. Effectivement, Benoît Payan a gagné le match face au Rassemblement national ici à Marseille. Sa liste du printemps marseillais, Union de la gauche, qui, je le rappelle, rassemble socialistes, écologistes, notamment communistes. Cette liste a récolté, selon notre estimation, 54,7% des voix. Malgré tout, le Rassemblement national fait un score historique dans la cité phocéenne avec 40,1% des suffrages. Le RN qui a siphonné l'électorat de la droite marseillaise, alors que la liste de droite et du centre de Martine Vassal ne récolterait que 5,2% des voix. Mais attention, c'est une estimation. Si dans les résultats définitifs, eh bien, la liste de Martine Vassal est en dessous des 5% des suffrages, elle n'aura pas de siège au conseil municipal à Marseille. Ce serait un coup dur pour cette droite marseillaise qui a gouverné la cité phocéenne pendant 25 ans, entre 1995 et 2020. Et d'ailleurs, Martine Vassal a annoncé qu'elle ne se représenterait pas à la présidence de la métropole ex-Marseille. Merci Alexandre pour toutes ces informations. Thomas Porte, moi ce qui m'a frappé quand même dans les déclarations du soir, notamment celle de Manuel Bompard, et d'ailleurs dans vos propos ici sur ce plateau, c'est cette obsession de la présidentielle. Vous souffrez de présidentialite chez LFI? Je crois que l'investissement qu'on a mis... Il n'y a pas que, hein. Non, il n'y a pas que, mais là, c'était frappant quand même. L'investissement qu'on a mis dans les élections municipales... C'était pour préparer le terrain à Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle. Ça veut dire qu'on ne privilégie pas une élection sur une autre. C'est la première fois que le mouvement de la France Insoumise met autant de force dans les élections municipales, déploie autant de candidats, dépose autant de listes, parce qu'on considère que c'est un scrutin majeur. C'est souvent des boucliers de protection, je partage ce que vous dites, sur les populations les plus fragiles qui subissent des politiques publiques, qui sont des politiques d'austérité aujourd'hui. Et les maires sont en première ligne pour protéger très souvent les citoyens les plus fragiles. Quand vous n'avez pas la cantine scolaire gratuite, quand vous avez des familles qui ne mangent plus, c'est la municipalité qui arrive en premier recours. Donc nous, on considérait que c'était un scrutin important et qu'il fallait présenter une offre politique aux élections municipales. Mais oui, il y a une élection qui va se dessiner et nous n'en faisons pas cachette. Nous pensons que l'élection présidentielle, elle doit dessiner l'avenir du pays et surtout, elle doit refonder le système politique. Nous, on propose une 6e République. Et quand on voit une élection municipale avec un tel taux d'abstention, ça doit aussi collectivement
nous interroger. On a parlé ce soir d'écologie, de savoir de mesures, mais moi je constate qu'on n'a quasiment pas parlé de mesures et de programmes pendant cette campagne municipale. L'entre-deux tours a été sur les alliances de la honte, il ne faut pas parler avec lui, il faut parler avec elle. Qui était en capacité de savoir ce que présentaient les candidats, par exemple, à Toulouse? Quand on les invitait sur les plateaux, on ne parlait pas de leur programme, on parlait de savoir avec qui ils se présentaient sur une liste, avec qui ils avaient fusionné. Donc il faut aussi revenir au fond des choses, et je crois qu'il y a une volonté dans le pays très large aujourd'hui de changer de régime. Et nous irons à la présidentielle, évidemment, avec un programme de rupture, celui sur lequel nous avons fait campagne déjà avec Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 22%, parce que j'entendais les responsables du Parti Socialiste, je les appelle quand même à la raison. Anne Hidalgo, c'est 1,6% à la présidentielle. Donc il faut aussi avoir un peu l'humilité de circonstances et ne pas penser qu'on a gagné les élections municipales et qu'on est la force de gauche qui permet de tout gagner. Parce que je constate quand même que dans un certain nombre de cas, quand la France Insoumise a fait des alliances avec les forces de gauche, on a permis de gagner des villes. Et en fait, ce qu'a fait le Parti Socialiste, c'est que dans les villes où il était très fort et il savait qu'il n'avait pas besoin des autres forces de gauche, il n'a pas fait d'alliance. Dans les moments où il avait besoin de la France Insoumise, il est venu chercher les électrices et les électeurs de la France Insoumise, pendant que des dirigeants du Parti Socialiste leur crachaient dessus, faisaient des longueurs de journée des plateaux pour dire qu'il ne fallait pas avec eux, mais on nous demandait de venir faire campagne pour le Parti Socialiste. Nous, on prend nos responsabilités. Quand la droite et l'extrême droite menacent des villes, on considère qu'il faut faire des alliances qui permettent de protéger les habitantes et les habitants. Mais je le redis ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura des maires insoumis, des centaines et des centaines de conseillers municipaux qui seront des conseillers municipaux de combat au service de celles et ceux qui les ont élus pour les protéger et pour porter un programme de rupture. Erwan Balanant, ce second tour, il marque aussi la défaite de deux figures de la vie politique française. Christian Estrosi, qui a d'ailleurs annoncé ce soir qu'il quittait la vie politique, et François Bayrou, battu à Pau. C'est la première fois que le PS censure Bayrou, d'ailleurs. C'est aussi ça, la politique. C'est souvent cruel et parfois injuste. Vous l'avez eu, François Bayrou, au Non, je ne l'ai téléphone? pas eu. Non, je ne l'ai pas eu. Défaite à quelques centaines de voix. Quelques 300, centaines de 300 voix. et quelques voix. François Bayrou avait été un très bon maire de Pau. Il a transformé cette ville. Elle était dans une dynamique. Et donc, moi, j'ai un peu de tristesse, même beaucoup de tristesse, parce que c'est cruel. Est-ce que c'est la fin de sa carrière politique? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas quand même. Le sujet, c'est une question de journaliste, mais c'est un peu le sujet. Ouais, je sais, c'est une question de journaliste et c'est une réponse d'ami que je vous fais. C'est pas le sujet ce soir. Voilà. Le sujet, moi, je suis triste pour les Palois autant que pour François Bayrou. Voilà, c'est tout. C'est une mauvaise soirée par ailleurs pour le MoDem qui ne parvient pas non plus à s'imposer à Agen, à Mont-de-Marsan. mais avec des très bons résultats ailleurs, où on a plein de nouveaux conseillers municipaux. Moi, sur mon territoire, ce week-end, ont été élus des adjoints qui sont MoDem et qui sont sur leur premier mandat. Et partout, on est un parti qui, pour le coup, un mouvement qui est pour le coup fortement implanté, avec beaucoup de conseillers municipaux et beaucoup d'adjoints et beaucoup de villes, parfois de petites communes. Et on a des députés qui ont gagné leur ville ce soir. Je pense à Philippe Bolo, la semaine dernière, M. Vigier. Voilà, j'en oublie parce qu'on était à 3 ou 4 de nos députés qui avaient gagné des villes. Donc, ce n'était pas une mauvaise soirée. Stéphanie Vonneuve, je parlais de la présidentielle tout à l'heure avec Thomas Porte. C'était aussi omniprésent dans la déclaration de Bruno Retailleau. Ce qui est quand même particulier. Mardi, il y a un bureau politique, je crois, qui est censé donner les résultats des consultations internes chez LR du processus de désignation d'un candidat, sauf que Bruno Retailleau, le président du parti, a déjà décidé qu'il était candidat à la présidentielle. Oui, ça sera intéressant de voir mardi, parce que j'ai été moi-même un peu surprise, puisque globalement, ce qui se dit au sein des LR, c'est à travers justement les enseignements de ces élections municipales, c'est que clairement, quand on est un peu intelligent, qu'on se parle et que c'est pas précisément cette course de petits chevaux avec le premier qui se positionne, les résultats sont Donc vous êtes plutôt sur la ligne de Laurent Wauquiez, vous, ce soir. Oui, c'est oui, lui, en début de soirée, qui dit si on est divisé, on perd. C'est Laurent Wauquiez comme d'autres. Je pense également à Jean-François Copé. Je pense à un certain nombre de ténors de DLR qui sont sur cette ligne-là. Donc c'est pour ça que j'étais un peu surprise de voir cette prise de parole de Bruno Retailleau, mais ce n'était pas la première, parce qu'il en a surpris aussi quelques-uns s'agissant de Nice. Je pense que c'est maladroit. C'est maladroit et ça va à contresens précisément des enseignements de ces municipales où on voit bien que... Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on veut faire parler les électeurs, mais en fait, ils ne nous parlent pas de tout ça. Les élections municipales, elles ne disent pas tout ce qu'on est en train de commenter. Et au contraire, ils ont essayé d'échapper à la politique politicienne. C'est pour ça que ça permet de dire à tout le monde que tout le monde a gagné.
parce que précisément les électeurs aux élections municipales n'ont pas fait de politique. Et on prend chaque ville, on peut avoir une explication qui lui est propre. Et donc un des enseignements, ou le seul enseignement politique moi que je veux retenir, c'est que s'agissant de la droite dite de gouvernement, même si maintenant ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'elle n'y est plus, dès l'instant où on est unis, où ça parle, où on est intelligent, les résultats sont au rendez-vous. La mélenchonisation de la vie politique est un poison qui peut tuer dans notre démocratie. Je me tourne vers vous, Thomas Porte, il va falloir lâcher votre téléphone. C'est ce que Bruno Retailleau a dit tout à l'heure. Je le répète, peut-être que vous n'aviez pas bien entendu. La mélenchonisation de la vie politique est un poison qui peut tuer notre démocratie. Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, que je laisse Bruno Retailleau à ses déclarations et à ses délires. Moi, ce que je sais, c'est que la mélenchonisation de la vie politique, c'est un programme et un candidat qui fait 22% à l'élection présidentielle. C'est un mouvement qui fait rentrer plus de 70 députés à l'Assemblée nationale. Mais il dit ça parce qu'il y a eu un certain nombre de, pardon de vous interrompre, mais un certain nombre de dérapages, de dérives, de propos qui flirtent avec l'antisémitisme dans ces dernières semaines. Ça ne sort pas de nulle part. Mais vous me parlez de Bruno Retailleau, l'homme qui fait l'apologie des heures de la colonisation, qui va sur les plateaux télé crier à bas le voile, qui fait de l'islamophobie d'État une politique quand il est au ministère de l'Intérieur. Moi, j'ai aucune leçon à recevoir de Bruno Retailleau. C'est un ennemi politique. Je le combats et je le laisse à ses déclarations du soir. Ce que je redis, c'est que ce soir, la France insoumise rentre en force dans de très nombreux conseils municipaux. C'est une excellente nouvelle. Nous prenons plusieurs villes, une douzaine, je crois, selon les premiers éléments qui sont remontés ce soir. Des vraies victoires. Je le redis, Roubaix confirmé ce soir. Nous prenons La Courneuve avec mon collègue député Ali Douara, Vaux-en-Velin, un certain nombre de communes. Vaux-en-Velin face au Parti Socialiste. Exactement. LFI s'impose face au Parti Socialiste sur un programme clair de rupture que nous avons présenté aux électrices et aux électeurs. Donc ce soir, la France insoumise rentre en force dans les conseils municipaux et c'est une excellente nouvelle. Alors Jordan Bardella disait tout à l'heure, les Français ont plébiscité une certaine idée de la France. Et puis alors vous nous parlez d'une nouvelle France. C'est quoi la nouvelle France ? La nouvelle France, c'est la représentativité de toutes celles et ceux qui sont dans le pays, qui se construisent avec le pays, qui évoluent avec le pays, qui sont des gens qui n'étaient pas représentés, dont on considérait qu'il fallait simplement aller chercher la voix ou les mettre au fond d'une liste parce qu'on avait besoin d'avoir ces personnes-là pour montrer un peu de diversité. Nous, on les met en tête de liste, on les accompagne. Moi, dans ma circonscription, il y avait 2 listes conduites par la France insoumise par 2 jeunes femmes issues du quartier populaire qui ont fait des campagnes formidables et qui sont aujourd'hui cette nouvelle France qui rentre en force dans les conseils municipaux. Ce sera le nom de la France insoumise pour la présidentielle de 2027 ? Je ne vais pas livrer le slogan de la France insoumise. C'est pas un slogan, ça y ressemble. Pour les élections présidentielles, mais en tout cas, oui. Ça depuis quelques jours. Nous assumons de dire que la nouvelle France, c'est celle qui doit demain gouverner ce pays. Nous sommes fiers de porter cette nouvelle France. Est-ce que la vôtre, Gaëtan Dussocet, elle est passéiste ? Passéiste, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, cette certaine idée de la France dont parle Jordan Bardella par rapport à la nouvelle France des Insoumis ? Non, absolument pas. L'idée de la France que nous défendons jusqu'au bout, c'est une France qui est fière d'elle-même, fière de ce qu'elle est capable de faire, et donc fière des Français, parce que c'est eux, évidemment, de tous les Français, de l'intégralité des Français, et jamais vous retrouverez... Même ceux des quartiers populaires ? Encore plus ceux des quartiers populaires, étant donné que c'est chez eux qu'on fait les meilleurs scores, qui plus est. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné, ce qui est important, c'est de savoir justement la France que l'on veut pour demain. Et d'ailleurs, à travers ces élections, il y a quelque chose qu'on voit dans les victoires du Rassemblement national, c'est celle de montrer qu'en effet, nous avons d'une certaine manière surperformé et obtenu des victoires dans la France qui est très souvent dans l'angle mort des décisions publiques, de celles qui n'intéressent pas les élus dans notre pays et encore moins ceux qui prennent des décisions. Et je pense que c'est important que l'on puisse à un moment donné leur dire qu'ils ont évidemment une voix au chapitre, qu'ils ont la possibilité d'avoir enfin des élus qui les représentent, qui ont une véritable proximité avec eux et qui pourront demain changer les choses, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans les municipalités. Mélanie Vogel, je voulais cliquer sur les quartiers populaires. Est-ce que la gauche les a pas effectivement abandonnés au Rassemblement national ? Non, mais en fait, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Aujourd'hui, le Rassemblement national, je vous en prie, et reste pour les municipales absent d'une grande partie du territoire national. Et pour un parti qui se veut accéder aux plus hautes fonctions, quand on regarde la carte, je pense qu'ils ont quand même, et c'est heureux, du souci à se faire. Je suis obligé de vous contredire là-dessus. Vous aurez la parole, on va laisser Erwan national, on le voit, et d'ailleurs ça avait été un peu théorisé par M. Mélenchon, c'est les gens fâchés. Il faut comprendre pourquoi ils sont fâchés. Et ça, c'est notre rôle d'hommes et de femmes politiques, de trouver des solutions pour proposer justement à cet électorat qui a envie de
renverser la table, de pouvoir s'exprimer et d'écouter cette aspiration du pays, effectivement, à un certain nombre de Mais il y a moins de gens changements. fâchés sur la façade atlantique, parce que c'est vrai qu'on vote moins RN sur cette partie du pays. Il y a moins de candidats aussi. Peut-être aussi. Oui, bien sûr. Non, peut-être aussi. Il y a eu des candidats chez nous. Peut-être aussi parce que justement, il y a une intégration politique et une intégration de la vie citoyenne plus poussée qu'ailleurs sur la façade atlantique. Peut-être, mais c'est historique. Voilà. Mais pourquoi le RN ne performe pas dans ces élections, à part dans quelques-uns de ses fiefs? C'est tout simplement parce que, justement, les gens dans les territoires, les citoyens dans les territoires, ils ont des échos et ils ont des gens à qui ils peuvent donner leur vote en confiance. Et c'est peut-être pas au niveau national le cas tout le temps. Et ça, c'est notre responsabilité de trouver des solutions et c'est notre responsabilité d'écouter les aspirations d'un certain nombre de citoyens qui parfois votent LFI, parfois votent RN. Et ce sont parfois les mêmes. Gaëtan Dussens, oui, vous vouliez répondre. non, juste quelques mots, parce que je crois qu'on n'a pas suivi les mêmes élections municipales. Déjà, vous avez, ça doit être, vous parliez notamment de l'Ouest Entre chez vous français. et chez moi, c'est pas pareil, c'est une réalité. Juste pour aller au bout de mon propos, grave, mais dans l'Ouest français, pour le coup, non seulement nous avons présenté des candidats dans de très nombreux départements de l'Ouest de la carte française, nous avons fait des percées en Bretagne, ce qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent aux élections locales. Si c'est vrai, regardez les scores du côté à Lorient et autres. Il y a zéro oui, percée. mais sauf que c'est des endroits où jusqu'à présent on sous-performait et là alors qu'au arrive à refaire du score. Il y avait eu des on percées, obtient des mairies pour la première fois en Gironde, on est bien dans l'Ouest français, et puis surtout, et ça ce serait important de le dire aussi, on obtient également des mairies dans le Rhône, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps, et surtout le Rassemblement national a été le parti politique qui a présenté le plus de candidats avec l'étiquette du parti politique. Parce qu'il y en a beaucoup où, en fait, on revendique la victoire un peu par procuration en récupérant finalement les victoires de l'un et l'autre, parce que justement, les élections locales ne sont pas le parti politique du Rassemblement national est le premier parti à investir avec une étiquette politique des candidats. Le logo LR sur votre liste à Pontoise, et vous êtes LR et vous êtes au bureau de... Oui, parce que je comprends bien. Si vous voulez bien, on va faire un nouveau point sur les derniers résultats qui nous sont parvenus. C'est avec Marco Pommier. Marco. Oui, et cette soirée, Adeline, avait commencé avec la défaite du RN à Toulon, où la maire sortante José Massy a été réélue avec 52,4% des voix. À Nîmes, c'était une surprise. La plus grande ville de France, dirigée par les Républicains, a basculé à gauche. C'est le communiste Vincent Bouget qui a été élu, 41% des voix. À Clermont-Ferrand, ça a aussi basculé, mais à droite. C'était pourtant un bastion de gauche. Julien Bonny des Républicains a battu le maire sortant socialiste, 51% des suffrages. À Bordeaux, le nouveau maire s'appelle Thomas Cazenave. L'ancien ministre Renaissance a battu le maire sortant écologiste Pierre Urmic, mais c'était très serré, 51-49%. Ce soir, on attendait aussi les résultats à Paris, Lyon et Marseille. Dans la capitale, pas d'alternance. C'est le socialiste Emmanuel Grégoire qui succédera à Anne Hidalgo. Il l'a emporté largement avec 50,5% des voix face à Rachida Dati, selon une dernière estimation. À Lyon, c'était serré, mais c'est bien le maire écologiste sortant qui a remporté son pari. Grégory Doucet a été réélu ce soir pour un deuxième mandat avec 51,1% des voix face à Jean-Michel Aulas. Dans la cité phocéenne, c'est Benoît Payan, le maire socialiste sortant, qui a été réélu, 54% des suffrages. Marseille n'a pas basculé entre les mains du Rassemblement national. À Nice, en revanche, le duel fratricide a tourné à l'avantage d'Éric Ciotti. L'allié de Marine Le Pen a battu le maire sortant, 11 points d'écart, vous le voyez. Christian Estrosi a décidé de quitter la vie politique. À Pau, c'était une surprise. Le candidat socialiste Jérôme Marbeau a battu l'ancien Premier ministre François Bayrou avec 344 voix d'avance seulement. Et puis à Roubaix, victoire symbolique pour la France insoumise. David Guiraud a remporté la mairie, élu avec 53% des voix. Merci beaucoup Marco Pommier pour tous ces résultats. Et puis dernière minute, la ville d'Amiens qui bascule à gauche, victoire du socialiste Frédéric Fauvet. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'avoir participé à ce débat qui était passionnant, enfin pour nous, j'espère que pour vous aussi. C'est Marco que vous entendez, c'est Marco Pommier qui dit ouf, je crois que son micro est pas coupé. Attention Marco, ça a joué des tours à certains collègues sur d'autres chaînes de télévision. Bref, merci à toutes et à tous encore une fois, merci
Encore une fois, à toutes les équipes de LCP, de Public Sénat pour l'accueil. Voilà, réunies. Merci Thomas. Même si les imprimantes n'ont pas toujours fonctionné, mais bref, en général, elles marchent. Vous avez peut-être un peu chat noir, hein, Adeline, j'aurais pas dire, mais bon. Mais ça, c'est très mal. C'est très mal. Non, mais bon, voilà, on a passé une super soirée, des super soirées électorales grâce à vous. Merci à toutes les équipes techniques, éditoriales, de production qui nous accompagnent au quotidien. Et puis quand même, on va finir sur un clin d'œil avec un résultat à Arcis-sur-Aube. Ah oui, à l'instant, on apprend la réélection à Arcis-sur-Aube d'Hitler qui a battu Zelensky. Hitler était un candidat proche de la liste Horizon et Zelensky était souverainiste proche de Florian Philippot. Bon, bah, on a décidé que ce serait notre dernier mot. Merci beaucoup, belle soirée à toutes et à tous sur les chaînes parlementaires.